me repositionner, donc, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne depuis maintenant 12 ans. Et donc, mon sujet de recherche, entre autres, c'est de travailler sur tout ce qui est lié à l'aide à la décision pour les territoires avec une dimension environnementale. Et mon objet d'étude en particulier, c'est le bâtiment. Voilà. Donc, je fais partie de ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, un UMR, qui est de 5600 environnement, ville et société, et qui regroupe des collègues en ingénierie et en sciences sociales. Voilà. Et je suis aussi le cofondateur d'une entreprise qui valorise des travaux de recherche qu'on a fait à l'école des mines et qui a pour objectif notamment à travers la donnée numérique, je vous montrerai en quoi c'est intéressant, de permettre d'accélérer la dynamique de rénovation. Donc j'ai pas voulu volontairement pour cette présentation refaire un cours magistral avec plein de diapos, etc. J'avais plus dans l'idéal d'avoir plutôt de l'interactivité et d'échanger. Donc je vais structurer. Salut Florence. Je vais structurer quand même un ensemble d'éléments pour récapituler et représenter le bilan ou l'état énergétique au niveau mondial, au niveau français. Où est-ce qu'on en est dans le bâtiment? Pourquoi c'est important le bâtiment? Pourquoi au final dans les politiques publiques, on l'a vu? Quels sont les objectifs en termes de rénovation, en termes de quantité et de qualité? Où est-ce qu'on en est? En teasant un petit peu pourquoi ça ne marche pas. Et après, quelles sont les réflexions actuellement qui sont portées soit au niveau national dans différents groupes de travail, et quelle est l'approche que nous on réfléchit notamment à l'école des mines en termes d'outils et de réorganisation de l'acteur public et de l'acteur privé pour répondre aux enjeux. Voilà. Donc ça, il y aura pas mal de liens qui vont être abordés. En fonction de vos retours aussi, je pourrais déturquer s'il y a des éléments intéressants. On abordera aussi de façon plus globale les enjeux de la rénovation d'un point de vue énergie et ses conséquences sur le gaz à effet de serre, confort, et il y aura justement un élément sur tout ce qui est adaptation au changement climatique, des sujets qu'on a travaillé notamment avec Clément, avec le principe qui est le suivant, c'est que lorsqu'on va travailler sur les bâtiments, nous, notre enjeu, c'est d'avoir une approche systémique, donc de ne plus siloter les politiques de l'habitat, mais vraiment d'avoir une approche englobante. Donc si je remonte au tout début, on va déjà faire une photo de l'état des lieux des consommations énergétiques. Ici, je vous ai présenté en fait certaines ressources, donc on en verra deux principales. Les ressources de l'IEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est assez intéressante parce qu'elle vous donne accès à un jeu de données assez conséquent. Vous voyez que j'aime bien les jeux de données aussi. Florence pourra en témoigner. Ce qui vous permet d'analyser beaucoup de choses à différentes mailles régionales, notamment au niveau mondial, au niveau continental et après au niveau de chacun des pays, ce qui permet de voir l'état d'avancée des différents pays, notamment sur certains indicateurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez déjà dû avoir pas mal de conférences là-dessus, on est sur un modèle beaucoup productiviste qui fonctionne énormément de ressources sur la planète, et notamment c'est basé sur un principe que les ressources étaient infinies et gratuites parce que la nature n'est pas payante et que vous pouvez les consommer. Et que cette consommation, on le voit ici, continue à augmenter. Donc là, ça c'est un des éléments importants. Aujourd'hui, il y a des objectifs nationaux qui visent à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Comme les émissions de gaz à effet de serre sont drastiquement corrélées aux consommations d'énergie, et notamment aux consommations d'énergie fossile, l'un des objectifs, c'est de décarboner la production et donc décarboner la consommation d'énergie. L'un des points que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, on n'y arrive pas du tout, et alors que dans le cadre des objectifs de l'accord de Paris, on devrait baisser les émissions et donc les consommations, ou au moins décarboner l'économie, on n'y arrive pas. Les seuls moments où on y arrive, c'est lorsqu'il y a des événements assez drastiques au niveau international, comme la Covid ou la crise de 2008, qui créent des coupures dans l'augmentation des consommations. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant, sachant qu'on peut transformer aussi la vision en ayant une approche per capita, donc en fait par tête de pipe, ou par PIB. Donc voilà, ça c'est des approches par exemple qui sont très utilisées en Chine, où on montre qu'on arrive à réduire les émissions par PIB parce qu'on augmente plus la richesse que les émissions. Moi j'ai tendance à rappeler qu'on est quand même dans un monde fini, physique, qui
qui est la cure des considérations humaines et qu'à un moment, une quantité de CO2 envoyée, c'est une quantité de CO2, qu'elle soit divisée par le nombre de personnes, etc. Ça, c'est important à avoir en tête parce que dans le monde, on a un objectif qui était initialement de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, et on les augmente. Aujourd'hui, on est plutôt à parler d'une division par 10, sachant que vous savez sûrement que pourquoi on veut diviser, parce que notamment, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est une augmentation du pouvoir de réchauffement global de la planète, et donc c'est une augmentation de la température avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et encore ici, je parle que de CO2. Juste une question, d'où je suis, j'arrive pas du tout à lire. Oui. Alors là, en fait, vous avez les consommations d'énergie en énergie primaire, en électricité consommée, les émissions de CO2 au niveau mondial et par capita. Voilà. Donc là, vous voyez que tout le monde, sauf quand on le divise par la richesse produite. Il y a une doctrine qui dit qu'en fait, si vous êtes beaucoup plus efficace, on y arrivera. Mais l'idée derrière, c'est que si vous êtes plus efficace en relatif, mais que vous augmentez le volume, on verra que c'est important aussi pour le bâtiment, on augmente les émissions. Vous dites émissions en CO2, mais c'est en fait en équivalent CO2. Voilà, en équivalent CO2, souvent on parle en équivalent CO2. Donc le métal est lié là-dedans. Alors, dans les différents éléments, il peut y avoir soit le CO2, soit l'équivalent CO2. Bien entendu, quand on va prendre l'équivalent CO2, on va prendre tous les gaz du protocole de Kyoto, et donc ça inclut d'autres éléments qui ne sont pas uniquement liés cette fois-ci à la consommation d'énergie, mais on va avoir l'agriculture qui produit du dioxyde et du protoxyde d'azote. Je veux dire, tous les gaz à effet de serre. Ici, là, on est sur les énergies. Dans ces chiffres. Sur les IA, ici, là, on est sur les CO2, on est uniquement sur le CO2, qui est la part croissante, mais tous les autres, en fait, enfin la part la plus importante, mais ça augmente. La question qui peut se poser, c'est après, donc nous, en fait, chacun des pays s'est accordé à avoir une action de réduction. Alors, s'est engagé plus ou moins formellement, et sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de couperet ou d'obligation ou de sanction à celui qui, de façon globale, ne respecterait pas. Quand on redescend cette fois-ci au niveau de la France, si je retrouve la souris, on va pouvoir accéder en fait à différents bilans pour pouvoir regarder ce qui se passe dans différents secteurs. Pourquoi je parle de ça? C'est que la France s'est engagée avec initialement le Grenelle de l'environnement, puis différentes lois jusqu'à la stratégie nationale bas carbone, à réduire drastiquement ses émissions de CO2 et sa consommation d'énergie. Et elle a ciblé différents secteurs de l'économie, notamment le transport, l'agriculture, le résidentiel. Et globalement, résidentiel tertiaire, c'est-à-dire le bâtiment. Le bâtiment est un secteur qui est très regardé pour deux raisons. C'est le secteur parmi les plus consommateurs d'énergie en France. Et c'est le second secteur émetteur de CO2. Tout simplement parce que la consommation des bâtiments, ça va comprendre tout ce qui est chauffage, principalement, et eau chaude sanitaire. Globalement, c'est 80% des consommations d'un bâtiment, c'est le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et ça va être la climatisation. Alors voilà, et après on va avoir d'autres usages qui peuvent être l'éclairage, le froid, les auxiliaires et tout ce qu'on va appeler l'énergie spécifique. Donc ça c'est aussi un des éléments importants. L'énergie spécifique, c'est tout ce qui permet de faire fonctionner les électroménagers, et il y en a de plus en plus. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on estime qu'il y a 4 à 5 écrans par famille. Et forcément les écrans, ça ne marche pas sans énergie, et donc on a une consommation croissante. Je fais un encart, ça c'est un point important à voir parce qu'on croit beaucoup en l'IT, en l'IoT, aux capteurs, à la ville connectée. La ville connectée consomme de l'énergie. Et déjà, il faut, nous c'est les positions qu'on a, se poser la question, toute l'énergie qu'on va consommer pour mettre les capteurs, il va déjà falloir à minima la récupérer par ailleurs, et donc il faut être certain qu'on va économiser de l'énergie par la suite. Ce qui est important, donc moi je vais parler de la rénovation, notamment de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, c'est qu'il y a différents travaux qui ont montré que c'était l'un des secteurs avec le meilleur potentiel économique d'atténuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par euro investi, c'est l'un des secteurs qui est censé, en théorie, permettre de réduire en plus grande quantité les émissions de gaz à effet de serre. Et comparé par exemple à des secteurs comme l'industrie ou le transport, c'est un facteur 2 à 3. C'est-à-dire qu'en théorie, à chaque fois que vous mettez 1 euro ou 100 euros dans le bâtiment, vous êtes 3 fois plus efficace pour réduire les émissions de CO2 que sur d'autres secteurs. Donc ça en fait un des secteurs qui est le plus intéressant à aller travailler, sachant qu'au-delà de ça, vous avez
des paramètres sociologiques. Les gens habitent les bâtiments, des gens qui sont dans des bâtiments qui peuvent être très consommateurs. Donc là, on arrive à des notions de précarité énergétique. La précarité énergétique étant définie comme soit on ne se chauffe pas et donc on est inconfortable chez soi, soit parce qu'on dépense plus de 10% de son revenu à la consommation d'énergie, le transport et le résidentiel. Et donc on voit derrière que réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc réduire les consommations d'énergie dans le secteur résidentiel, c'est aussi lutter contre la précarité, c'est avoir une approche sociale, c'est augmenter la valeur du bien, et comme on le verra aussi, c'est créer de l'activité locale, parce que rénover, c'est utiliser des compétences qu'on a localement, donc des artisans, et donc c'est de redynamiser les territoires. La rénovation énergétique, ou globalement la performance énergétique des bâtiments, on en parle depuis longtemps, depuis le premier choc pétrolier. Ou en tout cas la performance dans le bâtiment, on en parle depuis le premier choc pétrolier, depuis 1974, on s'est dit que ça serait bien d'avoir des bâtiments performants. Donc on a commencé à mettre des règles lors de la construction qui consistaient à soit avoir des obligations de moyens isolées, soit avoir des obligations de résultats, avoir des performances minimum à atteindre. Et ces réglementations, elles ont touché toutes les nouvelles constructions. Donc il y a des bâtiments anciens qui ont été construits avec des réglementations, jusqu'à la dernière qui est en vigueur, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, qui est, on va dire, une nouvelle étape pour deux raisons. La première, c'est qu'on est à atteindre des bâtiments très très performants, c'est-à-dire des bâtiments qui en théorie n'ont pas besoin, qui peuvent produire et consommer leur propre énergie, parce qu'elles ont réduit leurs besoins à des niveaux tellement bas que la consommation avec des énergies renouvelables locales, souvent installées sur site, permet de répondre aux besoins. Et deuxièmement, parce qu'elle a introduit une dimension environnement, et notamment tout ce qui est lié à l'impact environnemental des matériaux de construction. Parce que c'est un élément important, lorsque vous allez construire ou isoler, il va falloir aussi prendre en compte tout l'impact environnemental des matériaux que vous ponctionnez. Tous les nouveaux bâtiments doivent suivre la LO2020 ou ça reste à la carte au choix? Normalement, depuis le 1er janvier, la majorité des bâtiments, alors c'est souvent étalé dans le temps, quand on dit RE2020, elle est applicable en 2023 normalement, et après il y a différents bâtiments qui échappent, mais ça s'étale dans le temps, donc dans 1 ou 2 ans, tous les bâtiments résidentiels devront l'être, et a priori c'est le cas actuellement, où quand vous construisez, vous êtes soumis à la RE2020, ou si vous faites une extension de votre maison, vous êtes soumis à la RE2020. Voilà. Donc ça, c'est censé dire que dans la réduction du parc résidentiel, il faut que toute construction neuve compte pour zéro. Parce que vous voyez bien que si vous augmentez la volumétrie du parc, même si elle consomme peu, elle va quand même consommer plus. Donc en termes de valeur absolue, on n'est pas à détruire un bâtiment pour construire un bâtiment neuf. On est en train de construire plus de bâtiments. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi pas le tertiaire, pardon, dans la RE2020? Alors, il y a des réglementations sur le tertiaire. Il y a notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le décret tertiaire qui oblige les bâtiments existants à faire la réduction, et les bâtiments tertiaires peuvent être soumis aussi à des réglementations thermiques et des réglementations environnementales. Le tertiaire neuf. Oui, oui, c'est ça. Donc le tertiaire après a aussi des réglementations engageantes sur la performance environnementale et énergétique. Et la loi de zéro net artificialisation, ou zéro artificialisation nette, qui est quand même aussi passée et qui contraint pour mettre les communes, peut-être pas assez, mais. Alors ça, j'en parlerai. Pour moi, ça a une grosse influence sur l'étalement urbain. En fait, le principe, c'est de. Alors là, on fait un encart, mais oui, mais là, on verra que c'est tout relié. On verra que c'est relié notamment à la problématique des îlots de chaleur, tel qu'on le voit. Donc le zéro artificialisation nette, c'est de dire qu'on ne va plus anthropiser des terrains naturels ou des terrains agricoles, et donc on va redensifier les territoires pour éviter l'étalement urbain et notamment les consommations d'énergie, si on parle d'énergie, sur les transports. Donc c'est de prendre sur les terrains privés ou sur les friches en particulier, mais il n'y a pas des friches partout, ou de réduire, ou de faire un peu du BIM, donc build backyard, donc construire sur votre terrain, s'il fait 1000 m², on le coupe et on construit. Alors, comme vous allez aborder ça, on verra que ça a un lien pour nous avec le réchauffement, avec les îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes veulent revégétaliser, mais quand on parle de revégétalisation, elle parle de l'espace public. Vous comprenez bien que si vous allez construire des constructions neuves là où vous avez des jardins,
vous enlevez de la ressource végétale et donc vous pouvez recréer des îlots de chaleur ou accentuer les îlots de chaleur en détruisant les espaces végétaux. Parce qu'on recrée des façades, on recrée des matériaux, etc. Sachant que le point intéressant, c'est qu'on parle d'artificialisation et a priori, votre jardin est considéré comme une zone artificialisée et pas comme une zone naturelle. Voilà. Sachant qu'il y a plein de conséquences après sur ce qu'on appelle l'imperméabilisation. C'est-à-dire qu'un bâtiment, il va aussi imperméabiliser, ou en tout cas, si vous avez une toiture végétale un peu influencer aussi les écoulements. Et donc on a des travaux à l'école des mines aussi en disant si on densifie et qu'on a beaucoup plus de ruissellement, beaucoup plus d'imperméabilisation, comme on aura des événements extrêmes, qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux et sur les risques d'inondation, sur la vulnérabilité, l'augmentation des aléas. Voilà. Je ferme la parenthèse, on en parlera à la fin de ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc la question c'est de se dire, voilà, ce résidentiel-là, depuis 30 ans, on essaye de l'améliorer, mais quand vous regardez la consommation du secteur dans sa globalité ramenée aux variations climatiques, donc on corrige avec le climat pour avoir une base qui est comparable, pour ne pas avoir un hiver froid qui ne serait pas comparable avec un hiver chaud. On se rend compte que depuis 2000, donc au moins depuis 20 ans, on stabilise alors qu'on a des réglementations de plus en plus engageantes et qu'on fait de la rénovation. Ça, c'est lié au fait principal que le nombre de logements augmente et la surface de logement, la surface construite augmente, ou la surface globale augmente. C'est lié à différents effets, notamment sociologiques. C'est que les gens maintenant vivent dans des logements de plus en plus grands et qu'on a une déstructuration des familles parce qu'il y a beaucoup plus de séparation. Et donc, quand vous faites une séparation, vous avez besoin de logements. Il y a des études qui montrent que votre impact environnemental augmente de 60%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, quand on divorce. Parce qu'en fait, vous avez 2 voitures, vous avez 2 logements, etc. Et donc, vous avez besoin d'un. Donc ça, c'est des choses que l'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les actions d'efficacité énergétique sur le parc ont été quasiment totalement compensées par l'augmentation de la volumétrie des bâtiments et du nombre de mètres carrés des bâtiments. Et donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut compenser l'augmentation des mètres carrés et réduire, sachant qu'on parle d'une division en moyenne de 4 à 5 de la consommation du parc résidentiel. Un bâtiment consomme en moyenne de 140-260 kWh par mètre carré par an. Il faudrait que tous les bâtiments en France soient en moyenne à 80. Ce qu'on appelle un niveau basse consommation. Voilà, donc ça a été mis en place. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, que pour l'instant, les efforts qui ont été ne portent pas leurs fruits, et donc on est très loin des objectifs. Donc ça m'amène à la question, en fait, quels sont les objectifs en France en termes d'efficacité énergétique. Donc en 2009, le Grenelle de l'environnement a souhaité en fait réduire de 38% il me semble, c'est les consommations d'énergie, je vais vérifier, du parc à l'horizon 2020. Donc il y avait un objectif qui était de dire que les bâtiments devaient réduire, le secteur résidentiel devait réduire d'à peu près 38% à un horizon de 10 à 12 ans, ce qui n'est pas arrivé, on l'a pas atteint, et que pour atteindre ces éléments-là, ces chiffres-là, il fallait rénover à peu près 400 000 bâtiments par an, 400 000 logements par an, à peu près 24 millions de logements en France, il faut en rénover 400 000 par an jusqu'en 2050 en théorie. Au fur et à mesure que on va dire que le temps s'est écoulé et qu'on n'a pas atteint les objectifs, on a augmenté les objectifs atteints. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de mon point de vue dans les politiques publiques, c'est qu'on définit des objectifs, on ne les atteint pas, donc la solution c'est d'augmenter les objectifs à atteindre. Si je prends une métaphore, je vous dis de courir 10 km, vous n'y arrivez pas, donc je vous dis maintenant tu vas essayer d'en faire 20. Et on verra comment tu t'en sors. Et forcément, ce qui s'est passé, c'est que quand on vous a dit d'en courir 20, vous n'avez pas réussi, donc on a réaugmenté les objectifs. Parce que plus on avance dans le temps, mathématiquement, plus vous devez en rénover. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt à une volumétrie de 700 000 à 1 million de logements à rénover par an au niveau BBC. Et selon les chiffres, c'est difficile à suivre, notamment parce qu'on ne suit pas la rénovation énergétique en France. Donc ça, c'est un problème dont j'évoquerai. On est plutôt à 60 000. 60 000 à 1 million. Il y a quand même un pas à faire. En vraie rénovation BBC. Parce qu'il est admis que tous les bâtiments sont rénovables et qu'aucun ne serait, aucune opération ne serait intéressante de démolir et reconstruire. Alors, on peut démolir les bâtiments. Le taux de destruction neuf, c'est 1%.
Donc, il y a des bâtiments, on peut dire, ils sont dans un état énergétique ou de salubrité qui font qu'on détruit. Saint-Étienne, on les aime beaucoup pour certaines raisons aussi, parce que il y a des bâtiments en mauvais état, puis au final, on a beaucoup de logements vacants. Donc, on peut les détruire. Ça, c'est à peu près 1% par an, ce qui fait que si on trace la ligne jusqu'à 2050, il y aura à peu près encore 70% du parc qui est construit aujourd'hui qui sera encore là. Donc en fait, on ne va pas résoudre le problème en remplaçant des bâtiments anciens par des bâtiments neufs, en les détruisant plus tard. Mais c'est pris en compte dans des éléments. Donc là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut atteindre 1 million de rénovations par an. On ne les atteint pas. On en fait à peu près 60 000 et il faudrait que tous les bâtiments soient rénovés. Alors est-ce qu'ils peuvent être tous rénovés au même niveau? Ça, c'est une question. Là, on pourrait dire qu'il peut y avoir des compensations. Forcément, malgré tous vos efforts, la consommation d'énergie d'un bâtiment en altitude, en montagne, ne va pas du tout être le même qu'au bord de la Méditerranée. Notamment parce que le climat étant tellement différent, vous avez des bâtiments qui vont consommer moins en chauffage. On parlera de l'électricité. Mais c'est ça. J'ai lu récemment que en fait, la consommation de gaz sur la Côte d'Azur, sur cette année-là, était bien supérieure à partout en France. Vous avez complètement sidéré. Vous n'avez pas eu ces chiffres? Non. Que quand on regardait par ville, en fait, il y avait Cannes notamment qui était cité et d'autres villes, Nice, la Côte d'Azur, ils ont sidéré parce que en consommation énergétique. Alors je ne sais pas pour le gaz, peut-être la clim, Non, mais même c'était dans l'article qu'on avait recherché sur les villes vertueuses, et les plus mauvaises en fait sur le plan énergétique. Sur quelle période? C'était, je peux retrouver, mais c'était le sud de la France qui était pire. Ça n'était pas si mal, mais ça cachait sans doute que c'était l'électricité pure. Ah, c'est dans Et l'électricité. ça cachait sans doute qu'il y avait d'autres consommations par ailleurs. Mais il y avait beaucoup plus de gens qui trouveraient. Donc si je continue, donc là en fait on est sur résidentiel, on voit qu'on a des objectifs qu'on ne les atteint pas. Et ça m'amène justement à la rénovation à bâtiment basse consommation. Et aussi pourquoi le système actuel ne permet pas d'atteindre des rénovations globales. Donc une rénovation de basse consommation, globalement, quand vous voulez atteindre ce niveau de performance, il faut rénover tous les postes de la maison. C'est-à-dire isoler les parois opaques, donc les murs, plancher bas, plancher haut, les fenêtres, avoir une action sur tout ce qui est perméabilité à l'air, et donc mettre des systèmes de ventilation performants. Donc souvent on parle de ventilation Y-B, je pourrais vous dire plus en détail, ou de la ventilation double flux. Et avoir des systèmes performants. Sachant que l'approche qui est souhaitée, c'est de dire on réduit le besoin, donc on a un bâtiment très performant en termes d'enveloppe, et après on met les systèmes, et on ne fait pas l'inverse. On ne met pas des systèmes performants qui sont dimensionnés pour un besoin de puissance élevé, et après on isole parce qu'on peut à la suite impacter le rendement de ces systèmes-là. Et en plus ça coûte plus cher, parce que vous avez besoin de fois de systèmes plus importants. Donc en théorie c'est assez simple, vous allez isoler un bâtiment, techniquement on sait faire. Ça c'est aussi un point très important, on sait isoler tous les bâtiments. Quelle que soit la typologie de bâtiment. Vous avez ici par exemple un bureau d'architecte qui s'appelle Riva. Ils ont rénové leur cabinet qui est un bâtiment classé. C'était l'ancienne Dynamo de la Manufacture de France. Ils en ont fait un bâtiment passif. Ils ont rénové Paul Petit, qui était un bâtiment tertiaire orienté est-ouest, et puis derrière la colline, qui est plutôt plus au nord, ils en ont fait un bâtiment passif. Donc on sait faire des bâtiments passifs performants. Les problématiques vont pas être sur la capacité en ingénierie ou en technologie, ça va être d'autres problèmes. Donc en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont essayé d'identifier en fait, quels sont les problèmes à la rénovation. Il y a beaucoup de thèses qu'on a fait, moi ma thèse était là-dessus, il y a eu des rapports de l'Assemblée nationale, il y a eu d'autres thèses qui ont été générées sur pourquoi en fait on n'y arrive pas. Il y a différentes raisons qui sont toutes liées. Et aujourd'hui, il y a plusieurs propositions qui sont faites, mais qui sont souvent monothématiques, c'est-à-dire un problème, une solution. Et on verra qu'en fait, le problème, c'est que comme on n'a pas une approche systémique, on résout un problème d'un côté, mais ça peut générer d'autres problématiques par la suite. Pourquoi ça ne marche pas, les objectifs de rénovation? Première raison, le coût.
une rénovation performante en moyenne en France, on va dire pour une maison c'est entre 40 000 et 60 000 euros, et pour un logement individuel on va être entre 20 et 30 000 euros, on va dire entre 15 et 30 000 euros. Ça va dépendre de la volumétrie du bâtiment, de sa complexité, etc. C'est quand même une somme assez importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient vous voir, on va dire on va rénover votre maison, il faut mettre un ticket de 50 000 euros. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'aides à la rénovation. Donc là, on pourrait dire on a trouvé la solution, on met des aides. Sachant que les aides sont en fonction non pas de la performance, enfin majoritairement de la performance qu'on souhaite avoir, mais en fait de la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez. Plus vous avez des revenus plats, plus vous avez des aides. Ce qui fait que sur certains profils de ménage, dans certains bâtiments, on peut avoir des taux d'aide qui montent jusqu'à 80%, ce qui est très intéressant. Donc si vous êtes dans une passoire énergétique et que vous gagnez peu, on va avoir un montage financier qui va vous permettre d'avoir 80% d'apport d'aide, en cumulant un peu tout. Il va vous rester 20% à financer, vous prenez un prêt à taux zéro, et en fait le montant de vos mensualités est inférieur au montant de l'énergie que vous payez avant. Donc c'est rentable. Sauf qu'en fait, ça concerne assez peu de monde, parce qu'il faut avoir cumulé des aides, etc. Et bien entendu, donner ce niveau d'aide-là à toute la population, ça sous-entend d'avoir des financements publics assez importants. Ce qui, soit dit important, n'est pas impossible, parce que le financement de la rénovation, c'est 5 milliards en France, le bouclier tarifaire, c'est 50 milliards. Et ça n'a pas réglé le problème, parce que les bâtiments sont autoconsommateurs. Donc voilà, on pourrait faire. À noter que la demande d'augmentation de la volumétrie d'aide a été retoquée à l'Assemblée nationale sous le prétexte qu'on ne pouvait pas dépenser ces sommes-là. On aurait pu trouver, je pense. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a cette problématique-là. Il y a aussi l'aspect inégalité, c'est-à-dire que la propriété privée, la personne propriétaire des logements n'est pas celle qui l'occupe nécessairement, et à fortiori dans les mauvais logements ou passion thermique. Et donc celui qui doit avoir les aides et qui rénovera, c'est celui qui est propriétaire. Oui. Qui lui, peut-être, n'est pas invité à mettre 50 000 euros pour un locataire qui... Exactement, donc ça pose le problème en fait de la motivation à agir. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui motive l'acte. Donc en fait, on voit là qu'une des raisons, c'est je n'y vais pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça peut arriver, et même, je vous parlais des aides, les personnes qui sont à faible revenu, même des fois quand vous leur apportez 80% de subvention, il reste 5 000 euros à mettre, s'ils ne les ont pas, ça bloque tout. Voilà. Après, il y a la question de je suis propriétaire bailleur, et donc le revenu, enfin moi je paye quelque chose, et je ne peux pas augmenter mon loyer, etc. Alors aujourd'hui, il y a des incitations de plus en plus fortes qui est de dire déjà si vous louez des passoires énergétiques, elles sont plus louables. Donc aujourd'hui, il y a l'interdiction de location, les bâtiments qui consomment plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an sont interdits. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des G. Non, c'est les G plus pour l'instant. En 2018, ça sera les G, et après en 2035, si je ne dis pas de bêtises, ça sera les F. Sachant que ça coince un petit peu, parce que globalement à Paris, on vous dit que la moitié des logements ne sont pas louables. Alors quand vous voyez déjà le taux, le prix au mètre carré, si vous avez la moitié du stock de logements qui sont plus louables, ça a des questions. Donc il y a aussi ces problématiques-là. On peut mettre des obligations, mais derrière, quelles sont les conséquences ce qui fait que après on peut revenir en arrière. Mais ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait aujourd'hui, vous abordez, en fait, c'est pas les mêmes rationalités qui vont permettre de définir pourquoi les gens veulent rénover. Vous arrivez dans une copropriété, vous avez des personnes qui ont en moyenne d'âge 75 ans. Si vous arrivez avec un argumentaire de vous allez avoir un retour sur investissement de 25 ans, je vous laisse faire sur 15 plus 25, et on restera pas beaucoup, les gens. Donc en fait, et après, voilà, donc en fait, c'est la question de comment vous argumentez. Vous pouvez argumenter sur des notions de confort. Est-ce que ça sera un argumentaire qui passe ou pas? Moi, je sais que mes grands-parents, la seule chose qu'ils ont changé, c'était les fenêtres dans la cuisine parce que ça faisait la buée. Mais autrement, ils ouvrent les fenêtres l'hiver parce qu'ils dorment sans chauffage l'hiver. Donc allez là les argumenter, voilà. Donc, on a ces choses-là. On va se retrouver aussi dans les copropriétés, donc ça c'est un problème assez important, avec une diversité de personnes. Des personnes âgées, éventuellement, qui n'ont pas les mêmes, enfin qui ne vont pas être sensibilisées aux mêmes problématiques. On va avoir les jeunes primo-accédants qui viennent de prendre un endettement à 33%. Donc quand il va y avoir un appel de fonds de la copropriété en disant qu'il faut mettre un ticket, c'est compliqué. Et donc la copropriété va par exemple cristalliser beaucoup de problèmes parce que vous allez vous retrouver en fait avec une prise de décision collective, mais avec des intérêts individuels divergents de par le niveau socio-économique, voire même la sensibilisation qu'il peut y en avoir. Donc ce qui fait qu'une rénovation en copropriété, l'acte de rénover, la décision peut prendre entre 2 et 5 ans. Voilà. Et sachant que ça peut bloquer.
Avec la problématique, quand on revient aux aides, c'est qu'on a eu des expériences passées où au moment où la copropriété se décidait, les aides n'existaient plus, ou les conditions d'aide avaient changé. Donc ça changeait l'équilibre financier, donc il fallait revoir pour tout le monde les choses. Donc ça, c'est un point important, c'est d'avoir des règles d'obtention des aides qui soient claires, structurées. C'est ce qui est fait depuis 10 ans, mais globalement, ça ne change pas grand-chose au problème. Souvent, on change les intitulés, on change les noms, etc. Donc on a des aides qui ne sont pas forcément suffisantes, qui ne sont pas forcément connues. Et quand on regarde une enquête, qui est une enquête Trémi sur l'ADEME, on s'est rendu compte qu'en fait, une grande partie des Français ne savaient même pas qu'ils avaient le droit aux aides. Même le crédit d'impôt, ils ne savaient même pas que quand ils faisaient leur imposition, ils avaient le droit d'avoir un crédit d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est des éléments à avoir en tête. Après, on va avoir aussi des problématiques de mise en œuvre. Donc quand vous allez arriver dans un bâtiment, techniquement, on sait le rénover. Je vais prendre un exemple sur les parois. Le plus simple, c'est d'isoler par l'extérieur. Donc on met... je pourrais aller dans les éléments techniques, mais globalement, on va aller mettre par différentes techniques de l'isolant, qui peut être du polystyrène ou des matériaux biosourcés pour permettre d'isoler, ce qui est assez intéressant parce qu'on garde l'inertie du bâtiment avec la structure porteuse de l'eau et on met une couche qui permet de protéger, et c'est assez intéressant pour la partie confort estival. Le souci, c'est que vous avez des contraintes architecturales. Et notamment deux typologies, soit vous êtes un bâtiment classé, soit vous êtes à proximité d'un bâtiment classé. Être à proximité d'un bâtiment classé, c'est d'être dans un périmètre de 500 mètres. Avec deux variantes, soit vous êtes visible de ce bâtiment classé, soit vous êtes uniquement dans la zone. Et donc là, il va y avoir des considérations architecturales, donc l'architecte du bâtiment de France qui va dire oui ou non, vous avez le droit d'isoler. Prenez n'importe quelle ville de France, ou prenez Paris, trouvez-moi un bâtiment à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. Tout est un bâtiment historique. Tous les cœurs de ville sont en zone protégée ou en zone classée. Voilà, donc il y a quand même des fois, quand on est assez loin, ça passe, il y a juste quelques recommandations, mais on va avoir ces problématiques-là. J'ai une question par rapport à ça. Date de quand cette loi des bâtiments historiques des bâtiments de France? Alors, si elle est adaptée par rapport au contexte actuel de l'œuvre? J'aurais pas, moi j'ai toujours connu, j'ai pas en tête la date, mais quand j'étais en 2008 en thèse, il y avait déjà cette problématique-là, les acteurs. Il y a une loi qui est un peu passée qui disait qu'on ne pouvait pas refuser pour motif architectural des travaux de rénovation énergétique. Mais dans les faits, en fait, quand vous posez votre permis de construire, ça passe devant l'architecte et si mais non. La question, c'est de savoir si cette loi, si elle a 50 ans, si elle est toujours adaptée au contexte actuel énergétique et de la réduction. Est-ce que l'architecture est si importante que ça, en fait, par rapport alors là, c'est un débat qui prendra une architecte ici, vous pouvez lui demander. Désolé. C'est des éléments. Voilà, je ne sais pas si. C'est pas vraiment une loi, c'est plus pour un motif de conservation du patrimoine. Voilà. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a l'IKEA qui est situé après la sortie d'autoroute, quand on va vers Saint-Étienne, alors que tout l'îlot, tout ce qui est commercial, où on retrouve Leroy Merlin, Castorama, etc., c'est situé vers Aubière. Et en fait, IKEA a dû se placer là en raison de la couleur des façades, jaune et bleu, parce que depuis la chaîne des puits qui est placée au patrimoine de l'UNESCO, on voyait trop ces couleurs ressortir. Donc en fait, c'est juste pour une question de conservation de patrimoine, voilà, c'est l'UNESCO et ça fait des années que ça existe, depuis qu'il y a eu l'ordre des archives, depuis les années, la MIC, tout ça, depuis les années 80-90. Mais c'est... Dans le cœur de l'île, ce que je veux dire, c'est que c'est esthétique, il y a une préservation du patrimoine pour avoir ce côté historique aussi. Et je trouve que en 2023, par rapport à ça, il y a des réflexions à avoir. Il y a des très beaux trompe-l'œil. Ça joue sur beaucoup de choses. Déjà, c'est au niveau des formations, il y a d'un côté, la problématique ingénieur, de l'autre côté la problématique architecte, et il y aurait sûrement intérêt à ce que les formations et que les étudiants parlent le plus entre eux, pour qu'un peu au niveau au quotidien, ils se comprennent mieux. Ça, c'est un premier point. Et après, voilà, il y a deux légitimations. Il faut qu'on préserve le caractère architectural des villes. Et de l'autre côté, il y a ces problématiques-là qui se posent. Alors, sachant que si on tire de façon drastique et si on est un peu extrême, on pourrait dire
si je suis un ingénieur extrême, écoutez, ça sera bien les villes musées, mais si plus personne ne peut y vivre, qu'est-ce qu'on fera? Ça, c'est une problématique. Notamment, non pas par rapport au coût de l'énergie, mais comme on parlera à la fin, au niveau de la capacité de la résilience des bâtiments face aux pics de chaleur, qui est la grosse problématique, parce qu'en fait, vous protégez du froid, c'est très facile, protéger du chaud, c'est assez difficile. Hein. Donc, comme je dis à mes étudiants, vous pouvez toujours mettre des couches supplémentaires, mais une fois que vous avez tout enlevé, et que vous êtes nu dans votre lit le soir parce qu'il fait 32 degrés, vous n'enlèverez pas grand-chose de plus. Hein. Et donc, il va falloir se refroidir autrement. Et donc là, ça pose la question aujourd'hui en disant, alors il y a eu des reportages un peu dystopiques où vous voyez Paris en disant, il y a des quartiers qui ne sont plus habités. Ils ne sont plus vivables. Voilà, donc il y a cette question-là qui se pose. Et donc après, il faut trouver aujourd'hui des solutions parce qu'en fait, on va avoir aussi les conséquences sanitaires. Et donc ça pourra infléchir, donc il faudrait en amont réfléchir à ce que l'on conserve, ce que l'on ne conserve pas, etc. Donc voilà, c'est une question complexe. Après, il n'y a pas que la rénovation extérieure, il y a la rénovation intérieure. Voilà, donc là ça nous emmène à, on peut isoler par l'intérieur les bâtiments. Donc ça c'est une... là on vient sur une approche qui est un petit peu plus complexe, parce que on touche les pièces à vivre. Donc si on veut isoler bien votre bâtiment, qu'est-ce qu'on fait des gens quand on isole? Deuxièmement, en fait, quand on isole par l'intérieur, tout ce qui est réseau, il va falloir les retraiter, parce que quand vous ne faites pas juste coller l'isolant devant votre tuyau d'arrivée d'eau ou devant votre prise d'électricité, il va falloir le ressortir, donc il faut intervenir, donc ça peut avoir un coût plus important, et aussi ça va réduire la surface à vivre. Alors à Saint-Étienne, ça ne va pas être dramatique. Par contre, à 10 000 € le mètre carré à Paris, quand vous rajoutez 20 cm d'isolant, si vous perdez 10 mètres carrés, vous perdez 100 000 € de valeur. Donc déjà, vous payez 50 000 € votre rénovation. Si c'est pour perdre après, on va dire 20 000 ou 30 000 €, 200 000 € de valeur, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a comme je dis, si on doit rénover, qu'est-ce qu'on fait des gens? Les bailleurs sociaux y arrivent bien, parce que comme ils ont un grand parc, s'ils ont besoin de changer les personnes de leur logement, ils les mettent dans des logements vides qui leur appartiennent, ils arrivent à faire un turnover là. Et on aura ces éléments-là. Et on va arriver aussi sur des points techniques, c'est que quand vous isolez un bâtiment, si vous avez un mur porteur, vous pouvez plus difficilement l'isoler pour caser ce que l'on appelle les ponts thermiques. Donc en fait, c'est simple, vous avez un mur et une cloison. Quand vous êtes par l'extérieur, tout est isolé. Quand vous êtes par l'intérieur, vous allez créer des ponts thermiques. Donc ça peut être aussi des éléments qui vont réduire votre capacité à rendre performante l'enveloppe, et donc ça va être plus dur d'atteindre les niveaux de performance. Voilà. Il y a un petit problème annexe aussi pour les copropriétés, c'est quand il y a 4 ou 5 copropriétaires qui ont fait de l'isolation par l'intérieur, après il faut des règles pour l'isolation par l'extérieur. Là, c'est ce que je disais, en fait, vous devez voter un taux à la majorité des votants, donc forcément s'il y a des gens qui ont déjà fait des travaux avant, ils auront plus de difficultés à faire. Mais aussi, principalement, si vous êtes situé en plein milieu de votre copropriété, ce qu'on appelle des fois des pirates énergétiques, c'est-à-dire que vous coupez tout, vous avez les colonnes montantes qui chauffent votre voisin, il y en a plein, notamment, moi j'ai plein d'étudiants, moi je coupe tout, de toute façon comme les tuyaux chauffent, parce qu'il y a des gens qui aiment bien chauffer au-dessus, et notamment parce qu'en fait sur le dernier étage, donc ils ont plus de surface déperditive, donc il y a celui du dessus qui chauffe, et puis moi je dis, en fait mon gain va être minime, parce qu'en fait les consommations sont plutôt sur les pourtours. Donc ça dépend, donc si vous achetez au milieu, c'est bien. Voilà, donc en fait il y a plein de problématiques, mais au final qui sont des problématiques socio-économiques, hein. Donc qui sont liées en fait aux personnes, leur cadre de vie, leur capacité financière, ce qu'ils ont pu faire avant, et donc en fait c'est toute la problématique, notamment en copro, de gérer des individualités dans un projet collectif. Mais ça c'est vrai partout. Donc il y a un ensemble de ces problématiques-là. Après, on pourrait dire, même si on y arrive, est-ce qu'on a la capacité à aller rénover en masse? Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, aujourd'hui, le système est fait pour sensibiliser la population et que cette population vienne voir des acteurs publics. Donc, première question pour vous, si on vous interroge, est-ce que vous connaissez les plateformes territoriales de rénovation énergétique ou le service public de la performance énergétique de l'habitat? Si je vous dis ça, qui connaît? C'est le nom. Le nom officiel, c'est ça. Vous connaissez. Ma deuxième question, c'est sur ce territoire stéphanois, qui c'est? Réponse. 2. Bon, voilà, donc là, vous voyez que vous êtes quand même, a priori, une population assez sensibilisée à ça. On a 2 personnes qui savent qu'aujourd'hui, vous pouvez aller taper à la porte de l'ALEC et ils vous accompagnent gratuitement dans votre projet de rénovation. C'est connu de personne quasiment. Hein.
Alors des personnes si, quand on est dans le milieu, on a l'impression que tout le monde connaît, mais dès qu'on part à l'extérieur, personne ne connaît. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que vous avez un service public gratuit qui va vous permettre de faire un état des lieux de votre bâtiment et qui va pouvoir vous proposer des actions, qui va vous renvoyer vers des artisans qu'ils ont validés, alors des artisans RGE, mais aussi revalidés par la LEC, et ils ont même des partenariats bancaires, des partenaires bancaires qui vont pouvoir vous proposer des solutions. Donc en fait, vous pouvez être accompagné de A à Z. Donc déjà, il faut le savoir. La problématique, c'est que aujourd'hui, l'ALEC ou les ALEC marchent très bien, sont saturés, mais font, je ne connais pas exactement les chiffres, mais font peut-être 2, 3, 4 fois moins que l'objectif réel qu'il faudrait faire pour atteindre les niveaux de performance. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a un système qui accompagne individuellement et il va falloir le transformer pour accompagner la masse. Parce que, comme je vous l'ai dit, il va falloir accompagner non plus quelques milliers de personnes par an, mais des dizaines, des centaines de milliers. Et là, toute la question se pose, c'est a-t-on la capacité d'accompagner toutes ces personnes-là? Donc est-ce que l'acteur public a les moyens d'accompagner sur la conception et est-ce que les artisans ont la capacité de le faire? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 65 000 artisans RGE en France. Donc on n'a pas les moyens humains pour pouvoir accompagner la rénovation. Et qu'une montée en compétence d'une filière, c'est 15-20 ans. Donc la question, c'est comment on fait pour accompagner les filières. Et il y a aujourd'hui beaucoup de formations qui existent sur plutôt en conception, ingénierie, etc. Mais il y en a assez peu au niveau mise en œuvre, avec des personnes compétentes, au niveau des artisans, etc. Et ça, c'est un point assez important. Alors pourquoi on ne se forme pas? Parce qu'en fait, souvent, pour les artisans notamment, ça a un coût d'envoyer quelqu'un en formation. Alors je fais un petit point. Pour moi, une formation de 8 heures, c'est une sensibilisation. Vous ne montez pas en compétence en allant faire 8 heures. Sauf si vous êtes déjà ultra compétent et vous faites un truc très pointu. Nous, on estime que pour former un expert, il nous faut 1 an à l'école des mines. Donc voilà, il en fait 450 heures avec de l'alternance. Donc ça, c'est des choses à avoir aussi en tête. Il faut monter en formation. Pour monter en compétences via des formations, il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise. Et pour qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait un marché. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la demande. Et pour qu'il y ait de la demande, il faut qu'il y ait un accompagnement. Donc là, on est un peu dans le chat qui se mord la queue, c'est qu'en fait, on n'a rien sans rien. Donc aujourd'hui, les acteurs reposent des questions. Et quand je vous parlais des freins et des leviers, ce qu'on avait identifié à l'école des mines en 2012 a été réactualisé, mais globalement vous avez 80% des freins qui étaient identifiés en 2012 avec des solutions proposées en 2012 qui ont été reproposées par des acteurs de l'État en 2022. En fait, on passe beaucoup de temps à refaire des bilans, mais pas forcément à trouver des solutions qui fonctionnent. Alors, en tout cas, c'est un point de vue, alors là, c'est peut-être personnel, mais en tout cas, d'un point de vue objectif, ça se confirme, on ne les atteint pas. Donc, la question qui peut se poser, c'est comment on va faire. Alors juste avant d'aller sur comment on va faire, là je vous ai parlé beaucoup d'actions qui visent à réduire la consommation d'énergie, donc à limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement planétaire et rester dans les objectifs qui avaient été définis à Paris. Sachant qu'il n'y a pas que la question énergétique, même si elle est prégnante maintenant avec l'augmentation liée à la guerre en Ukraine, etc. Il y a aussi la question de comment on fait pour faire des bâtiments qui sont résilients. Parce que le principe au changement climatique et aux canicules. Le principe étant, c'est que quand vous isolez un bâtiment, vous lui donnez une capacité à réduire ses échanges avec l'extérieur, et notamment à réduire les transferts de température, de chaleur, et donc à avoir un bâtiment qui garde les calories l'hiver, et s'il garde les calories l'hiver, il va aussi garder les calories l'été. Ça se gère très bien techniquement, soit en conservant l'inertie des bâtiments, donc avec une isolation par l'extérieur, on garde une capacité à avoir des matériaux à forte inertie comme du béton qui vous permettent en fait d'absorber les calories en trop lors des pics de chaleur, sous conditions qui ne durent pas longtemps. Là, ça me ramènera au travail qu'on a fait avec Clément. Et un autre point, c'est que vous devez avoir une capacité à évacuer cette chaleur-là. Donc c'est ce qu'on appelle notamment des actions comme la surventilation nocturne. Donc le principe est simple, pour se protéger du chaud, avoir une grosse capacité d'inertie pour que les calories qui rentrent soient absorbées, avoir une capacité à se protéger des rayonnements solaires. Donc le plus simple, c'est de fermer les volets, mais ça on voit que c'est des actions manuelles. Donc souvent on va essayer de mettre des casquettes, donc ou des protections solaires extérieures. Donc en fonction
de l'azimut du soleil. En été, il est très haut, la casquette bloque. Et donc l'énergie ne rentre pas par les parois vitrées. Et en hiver, il est plus bas, ça rentre. Là, on revient à la problématique. Si vous voulez protéger des bâtiments en ville, il faut mettre des casquettes côté architectural. Voilà. Sachant qu'on ne pourra pas en mettre partout aussi. Il faudra voir comment on fait. Et une fois que vous avez limité les intrants d'énergie solaire, il va falloir aussi limiter les intrants d'énergie interne. Parce que vous et votre électroménager produisez de l'énergie. Et quand vous êtes un bâtiment très performant, en hiver, l'électroménager et vous-même, dans les bâtiments passifs, avez la capacité de chauffer le bâtiment. Donc ça veut dire qu'en été, vous avez des apports. Donc le moindre élément allumé va avoir un dégagement parce qu'on n'aura pas un rendement optimal et donc on va produire de la chaleur. Donc il va falloir aussi limiter tout ce qui est système et avoir des systèmes très performants, que ce soit des frigos ou autres, qui soient A ou A++, pour avoir un rendement très bon et qu'on n'ait pas de déperdition sous forme canonique. Et enfin, il va falloir évacuer la chaleur, donc faire ce qu'on appelle de la surventilation. La surventilation, c'est pas si innovant que ça, pour différentes raisons. Déjà, soit vous avez un système mécanique qui va augmenter votre capacité la nuit, généralement c'est la nuit, on surventile la nuit parce qu'il fait plus frais dehors, donc on va faire rentrer du frais et on va se faire sortir du chaud. Surventiler, ça se fait de deux façons. Soit vous ouvrez vos fenêtres, donc ça marche très bien dans les bâtiments traversants, et tous les bâtiments et très peu de bâtiments de logement sont traversants. Et si vous n'avez pas de traversant, vous aurez moins de débit d'air. Mais ça pose aussi des problématiques. Quand vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne vous amusez pas à ouvrir vos fenêtres la nuit, pour des raisons de sécurité. Quand vous êtes en ville, vous prenez tout le pourtour stéphanois, vous ne vous amusez pas trop à ouvrir les fenêtres quand vous donnez sur la voie rapide. Parce qu'il y a du bruit, il y a de la pollution. Donc en fait, comment on fait pour se ventiler dans ces types de bâtiments-là? Et donc là, on peut avoir des systèmes actifs comme des ventilations double flux qui vont avoir un effet en hiver et qui vont en fait surventiler, mais il faut avoir les systèmes adaptés. On ne met pas des systèmes mécaniques à double flux dans tous les bâtiments. Donc là, on voit aussi qu'il y a des problématiques qui sont très importantes, parce que l'étude qu'on avait faite avec Clément, c'était de montrer qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient vulnérables à l'augmentation de la température, et que aujourd'hui, quand on regardait la mortalité sur Saint-Étienne, on avait des surmortalités dans certaines typologies de bâtiments, et par rapport à la canicule de 2003, on avait même de la surmortalité dans des bâtiments qui avaient une forte inertie et qui étaient censés être protecteurs. Voilà, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais vous voyez bien que n'importe quel bâtiment, quel qu'il soit, ça va vous donner en fait une période tampon. C'est-à-dire qu'un bâtiment très performant, au bout d'un moment, la chaleur va rentrer. Donc si vous avez une canicule qui dure 1 mois, il fera chaud dans tous les bâtiments. Comment vous avez vu ces chiffres? La surmortalité dans certains bâtiments à Saint-Étienne? Alors là, il y a eu de la collecte de données par le travail de données. Donc en fait, on connaît les caractéristiques de tous les bâtiments de France et de Saint-Étienne avec un ensemble de jeux de données qu'on récupère qui nous permet de caractériser les bâtiments. Après, quand vous avez, quand les personnes meurent, vous avez le nom, prénom de la personne en open data, donc vous savez qui meurt, quand et quand. Et après, Clément lui allé dans chacune des mairies pour retrouver les données du nom de la personne et de son lieu d'habitation initial. Et on a pu avoir à peu près 500 personnes qui ont été localisées. On savait qu'elles étaient mortes pendant la période de la canicule, on a permis de les localiser par rapport aux caractéristiques des bâtiments, et on a regardé si les caractéristiques socio-économiques du lieu et des bâtiments avaient eu une influence sur le taux de mortalité par rapport à 2 années précédentes. On peut savoir s'ils sont pas avec a priori, là, elles étaient toutes mortes, donc elles étaient toutes identifiées. Donc voilà, après, c'est des autres. On a besoin on n'avait que 400 échantillons parce que c'était très chronophage de passer dans toutes les mairies et les récupérer. Il faudrait avoir des volumétries bien plus importantes, et il faudrait voir aussi si maintenant ça serait pareil, parce que la canicule de 2003 a quand même permis d'avoir des apprentissages. On n'est pas certain aujourd'hui qu'une canicule de même envergure générerait autant de morts, parce qu'en fait on a appris plein de choses. Soi-disant, il y en a eu 10 000 l'année dernière. Ouais, alors après, c'est ça qu'il faut regarder, il faut regarder les chiffres, etc. C'était 15 000 en 2003. Ouais, 10 000 l'année 2022, il semble. Donc ça, on a des questions, et forcément aussi, on voit que la rénovation énergétique, c'est pas uniquement des problématiques énergétiques, c'est aussi des problématiques de santé, parce qu'en fait, on a aussi une population vieillissante, une population qui va être de plus en plus en ville, et si on reprend la question des ânes, si vous commencez à imperméabiliser des petits jardins et construire, vous pouvez aussi avoir in fine une augmentation de la température, sachant que si vous n'arrivez pas, comme je vous l'ai dit, à
refroidir naturellement vos bâtiments avec de la surventilation, vous allez mettre des systèmes actifs. Et donc là, on arrive à la clim. Et la clim, soit vous mettez une clim mobile, donc c'est pas du tout performant, vous consommez et ça va chercher de l'énergie quelque part. Et mine de rien, vous avez en France, c'est l'énergie majoritairement nucléaire, donc on pourrait dire moins carbonée, mais en Allemagne, c'est très, très carboné, notamment sur le poinçon, ils tournent au charbon. Et donc, il ne faudrait pas inverser la tendance de dire on réduit les consommations l'hiver pour augmenter l'été. Et ça, c'est quelque chose qui peut se passer parce que vous voyez bien que quand vous suivez l'actualité, dès qu'ils annoncent un pic de chaleur, il n'y a plus aucune clim à Leroy Merlin et ils en vendent énormément. Alors, et on a de plus en plus de bâtiments où les gens vont commencer à installer des clims. La clim ayant un effet assez pervers, c'est qu'en fait, elle accentue l'effet d'îlot de chaleur parce que vous prenez les calories de l'intérieur, vous les mettez à l'extérieur. Donc il fait plus chaud à l'extérieur, forcément vous ouvrez plus vos fenêtres parce qu'il fait encore plus chaud, etc., etc. Et donc c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, donc après la question aujourd'hui c'est comment on fait pour pouvoir travailler à réduire et à accélérer les choses. Donc nous ce qu'on a fait à l'école des mines, c'était de se dire comment on donne la capacité à l'acteur public de ne pas attendre que les habitants viennent vers lui, mais de lui donner de la capacité à aller vers l'habitant. Et ça a posé la question en fait, quelle est la connaissance qu'a l'acteur public du parc de bâtiments privés et des habitants qui habitent dedans. Et là, ils ne connaissaient pas grand-chose. Alors, ils connaissaient des quartiers très précisément, le quartier Bourbon-Tartas-Couriot, quartier prioritaire de la ville, des années que plein de travailleurs sociaux et d'autres personnes y vont. Vous pouvez demander à Cap Métropole si vous les connaissez, ils connaissent presque toutes les pierres de la rue. Ils sont très très bons. La problématique, c'est que vous avez des connaissances et des informations qui ne sont pas forcément capitalisées, qui sont détenues par des personnes. Et ça, c'est une problématique globale des institutions. Quand les personnes partent, les connaissances partent. Et donc, vous recommencez de zéro. Et globalement, à Saint-Étienne Métropole comme ailleurs, les quartiers prioritaires de la ville, c'est une petite zone de la ville. Et Saint-Étienne Métropole, c'est quand même, je crois, 400 000 habitants. Donc, il faut connaître un peu tout parce qu'on doit tout rénover, je le rappelle. Et donc, nous, on a travaillé à créer un référentiel de données à l'échelle nationale qui caractérise tous les bâtiments. Quand on dit caractériser les bâtiments, c'est son année de construction, sa superficie, son nombre de logements, si les logements sont indignes, le taux de propriétaire occupant, le taux de propriétaire bailleur, l'étiquette énergie des bâtiments, la conductance des parois, les systèmes, la consommation réelle d'énergie, s'ils sont en quartier prioritaire de la ville, toutes les informations qui caractérisent le plus possible les habitants, le contexte urbain, les caractéristiques techniques et énergétiques, pour pouvoir permettre à l'acteur public de dire j'ai 10 000 bâtiments à rénover, 10 000 logements à rénover, comment je les géolocalise pour pouvoir aller vers l'habitant et lui proposer un accompagnement. Donc ça, on l'a fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est l'idée de dire comment on fait pour attaquer la masse. Alors, ce sera peut-être pas optimum sur les éléments. Donc, on a fait un outil qui s'appelle l'Observatoire national des bâtiments et qui permet d'accéder à n'importe quelle information ouverte, je précise, donnée ouverte en open data en France. Donc plus vous zoomez, plus vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir de l'information, j'arrive pas très bien avec le pad, à l'échelle de chacun des bâtiments de la France, et vous allez avoir des volumétries. Donc là, par exemple, vous avez toutes les années de construction de tous les bâtiments de France. Et vous pouvez en fait identifier ceux qui sont, alors je suis désolé, on ne voit pas très bien sur là, mais vous pourrez y aller. Donc les bâtiments en fonction des années de construction qui s'affichent automatiquement sur la carte et vous avez les distributions. Et on a les années de construction, les matériaux des gravures, les matériaux des toitures, le nombre de niveaux, la consommation d'énergie réelle des bâtiments. Il faut savoir que tout bâtiment qui a plus de 9 points de livraison, la donnée est ouverte. Donc, si vous habitez dans une copropriété qui a plus de 9 compteurs électriques, la consommation réelle d'énergie de votre copropriété est en accès libre à tout le monde. C'est pas vrai pour le gaz parce que souvent, c'est pas vrai, c'est vrai pour le gaz, pour l'électricité, un point de livraison c'est égal à un logement, parce que tout le monde a l'électricité. Pour le gaz, vous pouvez avoir une chaudière collective, donc vous avez un point de livraison, même si vous avez 50 logements, ça comptera que pour un, donc vous l'aurez pas. Donc en fait, il y a beaucoup de données qui sont de plus en plus ouvertes. Il faut savoir que ça n'existe pas pour l'eau, par hasard. Pour l'instant, non, on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça viendra sûrement parce qu'il va y avoir une problématique sur l'eau.
importante. Et pareil pour les DPE, ça veut dire que les diagnostics de performance énergétique de vos logements sont en open data. Donc quand quelqu'un vient chez vous faire un DPE, toutes les données techniques de votre logement sont ouvertes. Donc on peut savoir... Elles sont chez le notaire ? Non. En fait, tout diagnostiqueur a l'obligation de faire remonter à l'ADEME, et l'ADEME le met en open data. Et nous, on va rechercher toute cette open data qui est éclatée pour en faire un seul et même référentiel qui vous permet d'accéder à tout. Donc là, vous allez avoir, par exemple, on va remonter à l'échelle plus importante. Alors, on va mettre des cartes un peu plus sympas. Vous allez avoir, je ne vais même pas avoir moi-même. Vous allez avoir les DPE, on va remonter. Voilà, à l'échelle de la France, vous allez avoir tous les DPE de la France qui sont aujourd'hui associés dans nos bases de données. Donc ça, c'est des éléments qu'on déploie. Donc là, il y a une version open data, ce qui veut dire en fait, ça c'est des travaux qu'on fait, on va vers les géocommuns. Donc en fait, la donnée et l'information peut être utile aux acteurs du bâtiment pour engager les transitions. Donc dans une certaine mesure, on s'engage à leur fournir un jeu de données qui devrait leur permettre d'engager collectivement. Voilà. Après, on va aller chercher, on va avoir des outils accessibles uniquement de ce type-là aux collectivités territoriales. Et elles vont aller récupérer les données de ce qu'on appelle les fichiers fonciers, donc les fichiers de vos impôts, la taxe foncière, taxe d'habitation. Ils ont le droit de voir dessus, et donc ils vont avoir des informations plus précises sur votre bâtiment et plus précises sur votre logement. Comme je disais, le principe est simple. Si je sais les caractéristiques des personnes, en tout cas nous on y croit beaucoup, on va pouvoir créer ce que l'on appelle des paniers de rénovation homogènes. Donc en fait des volumétries de bâtiments qui sont intéressantes. Pourquoi c'est intéressant d'aller chercher la volumétrie? C'est parce que qui dit volume dit, si possible, réduction des coûts. Sachant qu'il y a des études qui montrent qu'en apportant du volume, on peut réduire de 19 à 49% le prix d'une rénovation. Bon, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand on vous annonce 40 000 euros, si on revient, on vous dit c'est plus de 20 000, c'est déjà mieux. Et donc là, on peut résoudre les problématiques économiques. Le deuxième intérêt, c'est qu'en connaissant les caractéristiques socio-économiques des personnes, vous pouvez organiser l'acteur public et l'acteur privé pour déjà essayer de lever tous les freins que vous pensez pouvoir avoir auprès de ces personnes-là. Voilà. L'idée, c'est aussi pour nous d'avoir un acteur public qui soit fort, ou en tout cas plus fort, c'est-à-dire de dire je pilote la rénovation. C'est-à-dire que je ne laisse pas au marché en disant je vais mettre des aides, comme les rénovations à 1 euro, et derrière on voit ce que ça peut donner, des bonnes rénovations comme des mauvaises rénovations. Voilà. Retenez que, encore une fois, là je vais citer l'enquête Trémy, ça a montré que les bâtiments rénovés dans l'enquête Trémy n'ont même pas gagné une étiquette énergie. Donc vous mettez des aides publiques pour pouvoir rénover des bâtiments qui ne gagnent pas au moins une étiquette énergie. Alors ils ont quand même gagné un peu en kilowattheure, mais ça n'a pas changé. Donc ça c'est des éléments importants. Donc nous on travaille à comment massifier. Donc là c'est comment notre approche c'est de dire grâce aux outils on va permettre de mieux géolocaliser, ce qui va permettre de définir des paniers. Et ça c'est ce qu'on avait fait, Clément aussi travaillé en disant maintenant on va permettre d'accéder à cette masse de rénovation. La problématique qu'on a vue, c'est qu'en fait, il faut réorganiser l'acteur public parce que l'acteur public n'accompagne les masses. Et forcément, quand vous voulez réorganiser un acteur public, c'est pas forcément évident parce qu'il faut qu'il y ait des actions différentes. Et du coup aussi, la notion de cartographie, ça permet peut-être d'intégrer la notion d'espace vert, les boulots de fraîcheur et de gérer voilà. Le quartier, l'urbanisme. Exactement. Donc en fait, nous, avec ces outils-là et en croisant toutes les données, on veut aussi désiloter les politiques de l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous parlez de rénovation, il y a les maisons, les logements collectifs, le social, le privé, la lutte contre la vacance, c'est pas dans la même ligne que la précarité, c'est pas dans la même ligne que la rénovation, etc. Donc en fait, quand vous intervenez dans un bâtiment, vous êtes censé régler tous les problèmes d'un coup, ou en tout cas le maximum de problèmes, parce que sinon, il va y avoir des pertes d'efficience et d'efficacité. Et par rapport aux objectifs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on parle de 2050, on est en 2023, il reste 27 ans. C'est quand même assez proche. Et il faut pouvoir gérer toutes les problématiques, dont les problématiques d'îlot de chaleur. Donc là, c'est ce qu'on avait fait avec Clément, c'est de dire comment on peut fournir une information qui va aussi apporter des éléments sur la vulnérabilité du bâtiment et le contexte
avec tout ce qui va être lié aux îlots de chaleur. Et pour caractériser les îlots de chaleur, on a caractérisé la végétation. Donc ça, c'était notamment le travail qu'a fait Clément. Donc, on a développé des outils qui permettent d'identifier les zones végétales. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut vous dire quel est le taux de végétation de votre parcelle. Le deuxième point, ça a été d'identifier les différentes strates végétales. De l'herbe, c'est pas pareil que des arbustes, c'est pas pareil que la canopée. Voilà. Et après, Clément a notamment développé des algorithmes qui permettent de détecter les arbres. Mais c'est à partir de l'images de satellite. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle notamment, alors là il y a la télédétection de départ, donc on utilise des images aériennes du satellite, et après on peut utiliser ce qu'on appelle aussi du deep learning, donc des outils mathématiques, si on simplifie, qui vont permettre d'analyser les images pour pouvoir détecter les objets. Voilà, et ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, en ayant plus de végétation, on va permettre de réduire les effets d'îlots de chaleur. Mais que végétaliser, c'est aussi végétaliser avec les bonnes espèces. Parce que souvent, on parle de quelles espèces on va planter en plus, mais on ne parle pas de toutes les espèces qui vont mourir. Donc il va falloir aussi en planter plus, mais compenser toutes celles qui vont se dégrader. Avec un point assez important, c'est que généralement, les végétaux en stress hydrique, ils perdent une capacité à rafraîchir. Parce qu'un végétal, le principe, c'est de dire il vous fait de l'ombre. Ça réduit, si vous êtes en dessous, ça ne réchauffe pas les supports. Et si des supports comme du bitume, etc., vont moins chauffer, parce qu'il y a de l'ombre. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont évapotranspirer. Et donc ça aussi, ça va transformer de l'énergie, ça va rafraîchir. Sauf qu'en période de stress hydrique, les végétaux, ils ont deux approches majoritaires. Alors je ne suis pas spécialiste, mais c'est soit ils continuent à évapotranspirer, mais si à un moment il n'y a plus à avoir d'eau, ils vont mourir de soif, soit ils ferment leur stomac. Donc là, ils espèrent que ça ne va pas durer trop longtemps. Et si ça dure trop longtemps, ils sèchent. C'est pour ça que des fois, vous voyez toutes les feuilles tomber, c'est parce qu'en fait, c'est en train de sécher. Et donc là, on voit qu'aussi, s'il fait trop chaud, on aura beau mettre des arbres, s'il n'y a plus assez d'eau, et bien en fait, on va perdre la capacité des arbres à s'ils meurent complètement, à avoir de l'ombre, et globalement, à évapotranspirer. Ça, c'est aussi un des points importants. Et globalement, on voit qu'en période de pic de canicule, on perd de la capacité à rafraîchir. Voilà. Et ça ramène aussi à une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, on voit que, on est au mois de février, le lac de la Valette est rempli à 38% de sa capacité. Bon, où la Garonne est déjà à son niveau de juillet. Donc, qu'est-ce qui va se passer là quand on va revenir au mois de juillet? Donc, ça va poser des problématiques importantes. Et alors ça, on peut le suivre aussi avec de l'analyse d'images. Et donc, ça montre aussi la capacité des données à fournir de l'information, et voire même de l'information en temps réel, qui vont permettre de caractériser ça. Et ce qu'on a travaillé justement sur les îlots de chaleur, c'est de dire, si on arrive à voir les zones où il fait chaud, les zones où les bâtiments ne protègent pas beaucoup, et là où il y a des personnes sensibles, on pourrait aussi permettre à l'acteur public d'être proactif avant les vagues de chaleur, pour pouvoir les sensibiliser les gens, ou pour pouvoir organiser des tournées. Souvent, quand vous avez une personne sensible, vous appelez un service public et dire, voilà, ma grand-mère, mes parents sont ici, est-ce que vous pouvez envoyer des gens pour voir si tout va bien, etc. Donc ça s'organise. Et là, il y aura, avec ces outils-là, on peut aussi organiser, et en étant en masse et organisé, on peut être beaucoup plus efficient. Voilà. Et là, on voit bien qu'en fait, la problématique, si on revient au départ de l'énergie, on veut rénover les bâtiments, mais rénover les bâtiments, c'est surtout faire des habitations qui permettent de réaliser une activité humaine qu'on souhaite en faire. C'est le principe de l'habitat, c'est d'abriter les activités humaines. Et donc, c'est de pouvoir être bien en hiver et en été. En hiver, c'est avoir suffisamment chaud. Donc là, on pourra toujours discuter de ce que ça veut dire suffisamment chaud. Et si vous n'avez pas suffisamment chaud, c'est parce que vous vous brûlez, soit parce que l'énergie est trop importante, soit parce que vous n'avez pas assez de revenus, soit les deux. Quand on dit acteur public, c'est forcément l'État ou il y a des déclinaisons jusqu'à la métropole? Après, pour moi, là, quand on regarde les strates, vous avez l'État qui définit les objectifs, le niveau régional qui le pilote, le niveau départemental qui éventuellement, notamment, traite les cas de précarité, et les métropoles qui mettent en œuvre les objectifs régionaux avec leur plan climat, et donc après avec leurs acteurs du terrain qui peuvent être les plateformes territoriales de rénovation énergétique. Et localement, vous travaillez avec Épure qui s'intéresse à vos travaux? Oui, on travaille avec eux, justement. Donc Épure, c'est alors,
c'est une agence d'urbanisme qui peut utiliser ces données-là pour pouvoir affiner leurs analyses. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour faire ces choses-là. Moi, j'ai une question sur le volet juridique. C'est-à-dire que les choses étant connues et l'impact des choses étant connu depuis 2012, tout le monde renseigne, tout le monde machin, etc. Qu'est-ce qu'on peut juridiquement faire en tant qu'association de citoyens pour attaquer juridiquement, un petit peu comme ils l'ont fait là, pour l'affaire du siècle, l'État, mais le faire au niveau de la municipalité, quand il y a typiquement une incurie visible. Là, la fermeture des serres dernièrement, avec vente du terrain décidée à huis clos, même pas passé en conseil municipal, etc. etc. Est-ce que c'est juridiquement attaquable au nom du vivant et sous quel format? Parce que finalement, une fois qu'on a dit ça et qu'on sait, et ben on laisse faire des choses qui sont impossibles. La place du bœuf qui est en train de. Enfin, pareil, on met du lot de chaleur, on bétonne et hop, et on continue tranquillement sans que personne dise rien. Est-ce que finalement il y a un moment où, au nom du vivant, ou alors est-ce qu'il faut vraiment que le vivant ait un statut juridique comme les clubs pour qu'on puisse. Ou est-ce qu'une association d'habitants ou même des habitants peuvent se porter partie civile par rapport à une situation qui paraît aberrante, qui climaticide, ou je sais pas, enfin comment on peut le. Parce que sinon, on va faire le constat chaque année que finalement, il n'aurait pas pu faire ça, il n'a pas fallu faire ci, il n'a pas fallu faire ci, et puis rien ne se passe, quoi. Alors sur l'aspect juridique, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas compétent là-dessus, il faudra aller voir un juriste pour voir ce qu'il est possible de faire. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes, alors sur les autres aspects que vous avez abordés là, je ne sais pas sur tout ce qui est plutôt lié à du foncier ou de l'urbain, donc plutôt lié au PLU ou aux activités, etc. Là, beaucoup de personnes parlent non plus d'arrêter la sensibilisation et de passer à l'obligation. Ça pourrait être quelque chose. L'État a été accusé de ne pas être actif. Il peut jouer la carte en disant OK, obligation de rénovation. Donc dès que vous vendez, vous êtes obligé de rénover, ou dès que vous achetez, vous êtes obligé de rénover. Ça peut se faire. Ils le font indirectement en mettant interdit de louer. C'est une obligation déguisée, parce que forcément, si vous êtes propriétaire bailleur, que vous venez de prendre un prêt et qu'on vous dit que en fait, vous ne pouvez pas louer votre logement, alors que c'est la location qui paye votre prêt bancaire, ça pose problème. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui commence à dire il faut obliger. Sauf que la question, c'est on a beau vous obliger si vous n'avez pas les moyens de rénover. Et donc toute la question derrière, c'est comment on oblige tout en accompagnant. Et ça, c'est la réflexion qu'il faut avoir. Et donc là, il faut regarder, alors c'est possible d'attaquer en disant vous faites rien. Après, il faudrait creuser plus, mais dire ok, je vais faire quelque chose, je vais obliger, mais par contre, je vous laisse dans cette Sur le logement, on voit bien que ça va aller loin, mais par exemple, sur l'espace vert, par contre, là, ça coûte beaucoup plus cher de bétonner un espace vert que de rien faire. Donc là, l'argument financier est de dire qu'il ne tient pas. Et ne pas tenir compte d'une recommandation ou d'une donnée scientifique existante à partir du moment où elle a été publiée, ça pourrait être quasiment un vice, quoi. Enfin, on dit nul est censé ignorer la loi. Pourquoi tout le monde serait censé ignorer la science? Parce qu'il y a un moment, je sais pas. Là, c'est un gros gâteau. Le GIEC, ça fait quand même quelques années que les choses sont remontées. Zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on peut artificialiser d'un côté et verdir de l'autre. Donc c'est difficile de dire on artificialise du tout. Mais il y a peut-être des zones à sanctuariser, et ça, c'est pas fait. Oui, ou des équilibres, parce que finalement, ce que vous montrez, c'est qu'il y a un équilibre entre l'espace vert et la rénovation et l'imbriquement des deux. Et là, j'en doute que des architectes, des organismes ont leur mot à dire. C'est dommage qu'on n'ait pas lancé des lignes, tu vois. Mais ça pourrait être une notion qui est d'arriver à un index local d'équilibre, et dans la loi, après obligé, ça serait un peu ça qui faudrait. Après, c'est analysé dans le détail en disant, quand on parle d'artificialisation, est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir un indicateur, ça faudrait creuser peut-être qu'il y ait, de non-imperméabilisation ou de maintien des espaces verts ou d'un taux de couverture. Alors, par exemple, c'est bizarre que les jardins personnels soient considérés comme il faudrait. Ça veut dire qu'on est autorisé de construire dessus. Alors après, il y a des règles d'urbanisme. Vous pouvez
pas construire à tout va. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une densification, ça existe. Hein. Donc il faudrait regarder tous ces éléments-là parce que ça s'éloigne après de mon champ de compétences, mais il y a ces points à voir. Après, c'est vrai que souvent, sous les aspects économiques, c'est vrai qu'une action de bétonisation, ça coûte plus cher que de laisser en l'état. Mais bon, quand on creuse, justement, on voit qu'il y a des montants d'investissement et des montants de fonctionnement. La végétation en ville, c'est beaucoup de frais de fonctionnement parce qu'il faut ramasser les feuilles, il faut tailler les arbres, etc. Donc, couper un arbre, ça réduit les coûts aussi parce qu'on n'a pas besoin de le maintenir. Après, il va y avoir toutes les externalités négatives. Donc, si vous créez les îlots de chaleur, en fait, vous allez peut-être avoir des problématiques de santé, donc des personnes qui vont mourir ou qui vont à l'hôpital, qui vont prendre, etc. Mais après, c'est plus exactement le même budget. Et donc là, c'est aussi la création en fait, de la valeur que l'on crée. Donc souvent, on a des visions. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait que l'organisation fait que les budgets ou autres sont plutôt regardés à certaines échelles et certaines actions vont avoir des conséquences à d'autres échelles. Donc, au niveau de la société, ça peut être perdant. Au niveau local, ça peut être gagnant d'un point de vue économique, voire même sur d'autres aspects. Donc, sachant qu'il y a des personnes, peut-être que ça les arrange de ne pas avoir tout le temps des feuilles qui tombent chez eux. On est sur une vision aussi, on est très sensibilisé. La question, c'est de savoir le taux de sensibilisation générale de la population. Hein. Il est évident qu'aujourd'hui, encore dominant, ce sont les raisonnements économiques. Les municipalités ont enfin pris conscience qu'ils ne veulent plus donner des compétences à n'importe comment et étendre les villes. Et la conscience, c'est de remplir les dents creuses. Sauf que dans les dents creuses, aujourd'hui, si on met un immeuble dans une dent creuse qui va s'additionner aux autres immeubles, dans 30 ans, on va réaliser que si on avait un arbre là, cet arbre-là aurait une valeur inestimable parce que c'est un point d'ombre qui permettrait à quelques hommes de survivre quand on va avoir des hécatombes. Oui. Après, c'est la valeur du vivant, donc ça ramène, pour moi, ça me fait penser à des approches de durabilité faible et de durabilité forte. Voilà, donc on voit aussi que tous les problèmes sont imbriqués entre le niveau très local et le niveau national, voire le niveau européen ou mondial. Toutes les choses sont à faire. On voit qu'il y a des efforts à faire dans tous les pays à différents niveaux. Et on voit aussi des outils comme le vôtre, en fait, ils sont finalement presque des templates à réutiliser sur le format et à superposer, un peu comme l'IGN, avec toutes ces cartes à d'autres cartes qui seraient une carte où on a une réflexion sur la santé, une carte où on aura une réflexion sur les zones de l'émission, et finalement tous les observatoires ont vocation après à s'agréger pour en faire un espèce de gros observatoire qui serait avec tous les indicateurs liés, et on bouge un truc, on verrait comment bouger les autres. Je ne sais pas s'il va le trouver. Oui, en fait, il existe pas mal d'outils, notamment sur la partie adaptation au changement climatique. Il y a des travaux qui ont été faits qui, quand vous rentrez votre adresse, il va vous donner les risques de votre adresse par rapport à différentes problématiques, l'inondation, les problématiques climatiques à différentes périodes temporelles. Alors souvent, ils ne sont pas connus. Après, il faut pouvoir interpréter, il faut pouvoir accompagner, parce qu'il y a de l'information, ce qui n'est pas forcément accessible. Mais pour revenir à ce que vous dites, ce qui est intéressant avec l'open data notamment, c'est qu'en fait, ça permet à tout le monde d'avoir des informations. Après, il faut les manipuler. Là, quand vous voyez une carte où tout est facile à accéder, c'est 7 ans de travail de 10 personnes. Donc, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, on ouvre de plus en plus les données, mais ça entasse des bases de données. Si vous allez sur une plateforme qui s'appelle DataGouv, vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeux de données, je crois que c'est 30 000, et vous avez 3000 réutilisations. Donc voilà, c'est des choses aussi. Mais par contre, c'est intéressant parce que n'importe qui, un étudiant, un citoyen, peut normalement aller chercher des données et voir et avoir une évolution, si tant est qu'il y ait toutes les informations, etc. Le CEREMA a beaucoup travaillé aussi sur le taux d'artificialisation, donc il a pu montrer l'évolution de l'artificialisation, etc. Nous, on a un ingénieur qui a travaillé chez nous, sur son temps libre, il a regardé sur la métropole de Saint-Étienne les communes qui avaient plus artificialisé en fonction aussi de l'évolution de son nombre d'habitants. Donc on voit qu'il y a des communes qui artificialisent alors que leur nombre d'habitants diminue. On peut poser question, etc.
Donc ça, c'est toutes des questions, et avec l'open data, on peut suivre, et puis après poser des questions en disant, notamment au conseil municipal, pourquoi vous voulez faire ci, alors qu'on voit qu'on a une tendance, etc. Sur Saint-Étienne, on voit qu'on a beaucoup de logements vacants. Avec les problématiques qu'il y a eu au niveau de l'industrie, on a perdu énormément d'habitants, et aujourd'hui, on a plus de logements vacants que certains territoires. Or, on voit qu'on construit encore des logements neufs sur la métropole de Saint-Étienne. Donc il y a aussi cette question-là. Parce que là, je vous parle des consommations d'énergie, mais globalement, il y a les consommations de ressources. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui considèrent que les villes vont devenir les nouvelles mines, Et on parle de mines urbaines. C'est-à-dire que vous allez avoir tellement de densité de ressources dans les bâtiments, avec des taux de cuivre, des taux de métaux bien supérieurs à ce qu'on peut trouver dans le milieu naturel, qu'on va commencer à essayer de réutiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, essayer de réutiliser les choses. Donc il y a plein de... En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la question, c'est pas de savoir s'il y a des solutions théoriques, c'est de savoir comment on les met en pratique. Et le point qui est important, c'est vraiment d'avoir une relation entre le décideur et l'opérateur. Parce qu'en fait, souvent, on voit qu'il y a une dichotomie entre les objectifs que l'on se donne et la capacité qu'on a réellement sur le terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On vous dit monter en haut de la montagne, mais dans la réalité, vous n'avez pas les capacités. Donc après, c'est de voir comment ça. Vous avez parlé de passer la sensibilisation à l'obligation. Et un autre moyen, c'est la coercition. Et je me fais l'avocat du C42, mais une de nos envies citoyennes, c'est de s'informer pour tordre le cou un petit peu à l'inéducation qu'on a tous, de manière à être plus exigeant, tout un chacun, et un peu tordre le bras aux décideurs pour aller dans le bon sens. Et eux, ils disent toujours on a une obligation de moyens, mais pas forcément de résultats. Sauf que quand on voit qu'il y a un dévoiement des moyens, c'est une non-satisfaction de l'obligation de moyens, pour moi. Donc c'est juridiquement applicable. Il faudrait poser la question. C'est vrai qu'après, il y a des objectifs quand même qui sont inscrits dans la loi. Donc en termes de résultats, il faudrait voir la teneur juridique que ça, mais il y a des obligations. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a été condamné, c'est pour non atteindre des objectifs, a priori. Après, c'est quelles conséquences ça a derrière en termes de... C'est comme n'importe quelle loi, si vous mettez une obligation, mais derrière, il n'y a aucune conséquence. Il doit le payer, donc il doit... Oui, mais là, moi je fais plus le parallèle. On vous dit qu'il y a des contraintes de réduction d'eau, tout le monde doit le faire, etc. Puis il y en a qui se permettent de faire autre chose. Vous pouvez vous le choper en flagrant délit. Dans le meilleur des cas, c'est une amende. Et donc là, finalement, quand on ne fait pas ce qu'on est censé faire, ou en tout cas quand on a les moyens de le faire, et on fait même des choses qui vont empirer les choses, dont on sait pertinemment que c'est le cas, on rompt l'obligation de moyens. Je sais pas. Je réfléchissais un petit peu sur est-ce que la coercition pourrait pas être un troisième levier et donc la connaissance et l'appropriation des choses, l'éducation populaire des gens, et c'est un peu je rentre dans ce qu'on essaye de faire en association. Il y a des choses qui ont été, alors ça m'évoque ça, par exemple la détection des... aujourd'hui on peut aller voir les gens pour leur faire respecter les déclarations des piscines. Donc il y a eu, ça a peut-être pris anachronique, il y a l'État qui a fait de l'analyse d'image pour détecter les piscines, et comme normalement vous êtes obligé de déclarer les piscines, si l'algorithme vous dit il y a une piscine et de l'autre côté il n'y en a pas, vous pouvez envoyer quelqu'un pour vérifier. Alors, point important, envoyez toujours quelqu'un parce que, encore une fois, la donnée, c'est pas omniscient, et notamment si vous avez une piscine parce que vous l'avez gonflée à la main, vous n'avez pas besoin de la déclarer. Donc il faut envoyer quelqu'un. Et là, c'était l'objectif de dire on a la capacité en fait d'aller de vérifier si les gens respectent certaines obligations, etc. Après, c'est vrai que ça devient assez intrusif. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez vérifier que les gens consomment bien la bonne quantité d'eau, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vérifier votre consommation. C'est techniquement possible, parce que tout le monde a un compteur maintenant intelligent, Gaspard, Lichty, et pour l'eau, je vais oublier le nom, mais ça calcule pareil. Sauf si on a la pluie. Alors après, voilà, de toute façon, il y aura toujours le système D. Si vous êtes plugué directement sur la nappe. Simplement par des opérations d'eau intelligentes, voilà. Après, là, c'est de l'eau du cycle. C'est vrai qu'après, on peut voir dans quel cas. Alors, après, si on récupère de l'eau, ça dépend ce qu'on a fait. C'est la différence entre une piscine et une réserve d'eau, c'est la question. Une piscine, c'est peut-être une réserve d'eau, ça peut être utilisé par les pompiers pour pouvoir. Vous pouvez l'identifier pour les pompiers, je crois, pour qu'ils viennent. C'est pour les pompiers quand même. Voilà, donc ça, c'est des points importants, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça se pose cette question-là, ou après, de faire
du coercitif. Mais dès qu'on fait du coercitif, il faut voir tous les impacts que ça peut avoir sur des populations qui sont peut-être dans des situations où elles font ce choix, non pas de façon délibérée, mais parce qu'elles n'ont pas, la possibilité. Par exemple, des gens qui sont vieux, vous pouvez lui dire, non, mais je pensais plutôt sur un plan moral, pas forcément sur un plan injustice, c'est pas aggraver une précarité ou quoi que ce soit. Oui, mais il faut avoir la capacité d'évaluer le niveau de précarité, est-ce qu'on rentre dans telle chose. C'est là où on voit que c'est assez complexe. Voilà. Après, il y a quand même beaucoup de choses. On voit qu'on a les moyens techniques, donc si on voulait mettre en place, on voit aussi qu'on a la capacité, dans des événements extrêmes, de libérer énormément de flux financiers. Donc, on voit qu'il y a des capacités à intervenir. Alors après, pour quelle raison on n'intervient pas, ça c'est une autre question. Et donc, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des pressions, en tout cas des remontées d'informations. Et souvent, ce qui peut être délicat, c'est de prouver la chose. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'outils, pas mal d'informations qui transitent, qui permettent de plus facilement rendre l'information accessible aux citoyens. C'était l'objectif de la loi Le Maire et de la directive Inspire sur la libération des données publiques. Donc ça permet d'avoir des informations. Et on peut trouver des informations quasiment sur tout maintenant. Sauf sur vous, normalement. Suivre 2 États, je sais pas, en début et en fin de mandat, et puis montrer une aggravation sur un plan vivant. Je trouve déjà, psychologiquement, en termes de pression, en termes d'image, c'est assez. Oui, mais c'est déjà quelque chose qui serait approprié, une connaissance utilisée contre un phénomène. C'était intéressant parce que, par exemple, nous, on avait des approches de lutte contre la vacance. Donc, des fois, dans les programmes, il y a on va lutter contre la vacance avec des outils comme ça. Donc, on a des séries temporelles. On peut dire quelle était la vacance à T0, quelle était la vacance à T+5, est-ce que les objectifs sont atteints. Alors, après, il faut se mettre d'accord sur les méthodologies. Il y aura toujours des questions méthodologiques, etc. Il y aura toujours des hypothèses et donc des biais. Donc il faut aussi faire valider les choses. C'est la grande problématique méthodologique. Je prends un exemple courant, quand vous comptez le nombre de manifestants, manifestement, soit les gens ne savent pas compter, soit ils ont des méthodologies différentes de comptage. Et donc il faut que les gens soient d'accord sur la méthode. Et ça prend du temps. Là, je vous parlais, on fait partie de groupes au niveau national. Par exemple, la définition d'un bâtiment, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un bâtiment. Donc, si vous voulez à minima compter les bâtiments, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas de définition de ce qu'est un bâtiment. Donc là, il y a un groupe de travail qui va définir les bâtiments. C'est intéressant. Et vous voyez qu'à chaque fois aussi, dès qu'il y a des obligations, il y a des biais. Par exemple, toutes les copropriétés ont obligation de renseigner le registre national d'immatriculation des copropriétés. Il n'y en a que 60% qui sont remontés. Donc on voit aussi qu'il y a des gros problématiques d'uniformisation, de standardisation. Les lois qui permettent de faire remonter les données, vous ne dites pas que vous devez avoir des standards, vous devez juste les faire remonter. Donc, si quelqu'un vous met un PDF en ligne, il a répondu à votre besoin de connaissances. Sauf qu'après, quand vous voulez agréger un PDF, c'est pas du tout qu'agréger un fichier Excel, et c'est pas du tout la même chose que si c'est déjà une base de données. Donc on voit aussi qu'il y a des problématiques techniques et en fait, il faut réfléchir. Il faut réfléchir beaucoup en amont pour que ça soit opérationnalisé par la suite. Mais voilà, en tout cas, c'est des points. Donc, si je résume là l'intervention, des consommations qui augmentent ou qui sont stables, augmentent au niveau national, au niveau international, qui sont stables en France. Et donc, au final, les actions d'efficacité ont été compensées par l'augmentation de la taille du parc. La rénovation est un objectif et on augmente les objectifs, mais on n'arrive pas à les atteindre. Et que là, il y a des enjeux assez importants qu'il va falloir massifier. Et la massification, c'est répondre aux freins et aux leviers. Et c'est aussi répondre à l'ensemble des problématiques sociales, climatiques et énergétiques. C'est pour ça que nous, on a plutôt tendance à traiter les problèmes en disant comment les actions que l'on fait et les outils de la décision répondent aux transitions énergétiques, climatiques et sociales. Parce que c'est un triptyque qui doit être traité. Et à ce sujet, vous dites qu'on sait faire toutes les rénovations thermiques qu'on veut et que ça ne pose pas de problème de massivité. Mais par exemple, quelle est la proportion aujourd'hui de polystyrène qu'on met dans ces rénovations? Est-ce que ça pose aucun problème environnemental de massifier est-ce que c'est aussi fait du pétrole déjà pour faire de... Moi, c'est un produit pétrosourcé, la polystyrène pour les méthanes. Et donc... Après, pour faire du matériau biosourcé, il faut aussi du pétrole, parce qu'il faut des machines pour faire tourner... Oui. Non, et en fin de vie, j'ai entendu dire que ça posait problème. Mais alors, on peut répondre que la durée de vie est très longue et que... est-ce qu'ils ne vont pas tous arriver
en même temps une rénovation extérieure, par exemple, statistiquement, ça c'est compliqué. Bon, voilà, c'est technique. Non, enfin, vous faites un ravalement de façade tous les 20 ans. Donc, si vous faites un ravalement de façade, il faudra voir si vous avez la capacité. Enfin, s'il faut changer l'isolant. Sachant que l'isolation, vous ne mettez pas que du polystyrène, vous pouvez mettre de la laine de verre, mais la laine de verre va se tasser, comme la laine de bois, etc. Après, on rentre dans des éléments techniques. Pourquoi on met du polystyrène et du polyuréthane? Déjà, c'est un puits de récine. C'est quand même pratique. Et puis c'est assez facile à mettre, c'est assez facile à transporter. Mais c'est pas facile à jeter. Ah non, voilà, mais en fait après ça dépend aussi des indicateurs que vous regardez. Ça c'est une façon générale, en fait vous prenez des décisions sur votre capacité à optimiser. Déjà il faut savoir qu'au-delà de 4-5 indicateurs, paramètres, le cerveau humain il n'optimise plus rien du tout. Donc après on peut prendre des outils. Si je prends les problématiques environnementales, moi c'est ce que je dis à mes étudiants, vous devez faire prendre des décisions à des décideurs. Aujourd'hui, vous regardez le CO2. Quand vous faites l'analyse du cycle de vie, il y a 17 indicateurs environnementaux qui évoluent de façon différente en fonction de votre choix. Vous pouvez mettre du polystyrène, ça va faire baisser 10 indicateurs, et augmenter 10, vous mettez la laine de bois, ça va changer les choses. Donc déjà, comment vous prenez une décision? Est-ce que vous considérez comme tout de même niveau, etc. Sachant qu'il a fallu quelques années quand même à faire passer l'indicateur CO2 comme un indicateur connu de tout le monde. Derrière, vous allez mettre des considérations techniques, des considérations économiques. Et souvent d'ailleurs, on est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est quand même vrai, c'est qu'à un moment on se dit, moi je ne peux pas financer, ça me tout. Après, la réponse sur votre question, aujourd'hui quand on va voir quelqu'un, la solution première c'est de dire, pour ne pas plomber le modèle économique de la rénovation, on va mettre des solutions techniques qui sont le moins coûteuses, et polystyrène et polyuréthane en fait partie. L'autre question qu'il peut avoir après, c'est quand bien même j'ai des compétences, enfin j'ai de l'argent, est-ce que la personne que je fais intervenir a les compétences pour mettre en place ce type d'isolant? Et après, est-ce que les DTU, les documents de technique unifiés, vous permettent de faire n'importe quoi? Vous allez voir. Donc en fait, non, parce que les artisans vont engager leur assurance, donc ils vont faire des choix. Et là, vous pouvez avoir des problématiques, notamment en isolation par l'intérieur, c'est que si vous mettez des matériaux biosourcés et que vous avez un point de rosée, vous allez créer de l'eau. Et donc en fait, il faut prendre en compte la transition de la vapeur d'eau dans la paroi. Et comme les murs anciens ont été faits pour être perspirants, donc faire transférer, si vous mettez du polystyrène, ça peut bloquer. Et donc vous pouvez avoir des pathologies. Il y en a déjà eu, et là c'est assez impressionnant, on pourrait aller voir sur l'agence de la qualité de la construction, ils mettent des photos assez... où en 15 jours il y a des champignons de partout. Alors c'est extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est comme ça, mais il y a ces problématiques-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le polystyrène, ça pose des questions, le polyuréthane, voire même la question s'il n'y a plus de pétrole ou du pétrole cher, quel va être le prix du polyuréthane à demain. Et indirectement, si on commence à aller sur les biosourcés, quelle est notre capacité à produire des biosourcés? Est-ce que tous les biosourcés sont performants et environnementalement intéressants? Parce qu'il faut faire attention. Si je donne une métaphore, c'est pas parce qu'un champignon assez naturel que si vous le mangez, ça va bien. Donc c'est pareil pour les biosourcés, il peut y avoir des impacts. Parce que derrière, est-ce qu'on a pris du bois dans des forêts gérées de façon? Est-ce qu'elles ne viennent pas des forêts canadiennes? Il y a plein de questions qui se posent et que l'on voit que quand on fait l'analyse du cycle de vie. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle réglementation environnementale commence à intégrer cette dimension analyse du cycle de vie, énergie grise des matériaux, impact environnemental des matériaux. Dans la rénovation, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et ça, c'est aussi une... Ça se généralise bien, les calculs en cycle de vie, dans tout ce qui est construction. Ah bah là, de toute façon, c'est obligatoire. Et donc, il y a une méthodologie qui est admise à l'échelle européenne. À l'échelle française, souvent, c'est des droits européens. Mais là, la France est en avance. En fait, la réglementation environnementale, ça existe assez peu dans les pays européens. On est des précurseurs là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a ces questions-là. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'aussi, quand on fait une rénovation, les gens, et l'argumentaire, c'est de dire, par manque de formation, vous allez réduire votre consommation d'énergie. La question qui peut se poser, c'est est-ce que vous allez améliorer votre confort estival? C'est pas tout le temps vrai. C'est ce qu'on appelle la transition de la chaleur, le déphasage d'un matériau. La laine de bois, ça vous permet d'avoir un déphasage qui peut aller jusqu'à 12 heures. C'est super intéressant parce que le temps que l'onde de chaleur rentre, il est minuit. Et à minuit, il fait frais dehors, vous aurez aux fenêtres, et si vous pouvez ventiler, c'est bon. Le déphasage du polystyrène, c'est 1 heure. Donc en fait, ça ne vous protège pas du chaud. En tout cas, si c'est sur l'intérieur, après si vous avez votre mur intérieur et qu'à l'extérieur vous avez ces éléments-là, et ben, vous allez quand même avoir une petite inertie. Après, il ne faut pas non plus se leurrer, les bâtiments des années 70, l'inertie, même si c'est du béton, ça passe, etc. Donc,
Et c'est là qu'on voit, après il faut former les personnes, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous pose un isolant, il doit savoir ce que c'est que la transition de la vapeur d'eau, il faut qu'il connaisse tous les DTU, il faut qu'il connaisse la thermique, il faut qu'il ait une approche aussi économique, il faut des compétences de mise en œuvre. Ça ne s'invente pas, hein, voilà, faut se reformer, il faut savoir, il faut analyser bien les situations. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les problématiques sont enchevêtrées, ce que je disais, formation, sensibilisation, éventuellement réglementation, obligation, voilà. Et voilà, demain on peut dire vous êtes obligé. Si vous avez 65 000 artisans, vous serez bloqué par la capacité à agir. Donc il faut former, et pour former, j'avais fait une présentation à Épure, qui était plutôt orientée sur la formation. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui veulent aller dans les métiers du bâtiment, ça pourrait être un truc plus fausse, du genre vous êtes obligé de rénover si vous achetez un logement, par exemple, et vous vous inscrivez de fait à l'achat, et vous êtes sur le fichier des artisans, en fait, le prochain qui a droit, c'est celui qui a et donc ça va se faire naturellement, en fait. Il n'y aura pas de poids d'empoigne, ça va être géré bien comme il faut, avec les gens s'inscrivent, et puis quand c'est à votre tour, c'est votre tour. Ouais. Si vous avez 15 ans d'attente. Ça pourrait être 15 ans d'attente, mais de toute façon, ça évitera, ça donnera aussi à la filière la possibilité, le marché, une visibilité sur le marché, et ça pourrait être quelque chose qui se développe, et ça évite les corruptions, les trucs pas possibles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir, en tout cas, il faut engager quelque chose. Et pour engager, a priori, la formation de masse pour être attractif, il faut avoir des métiers attractifs, etc. C'est pas évident l'attractivité, en fonction des métiers. Le métier du bâtiment, c'est pas forcément ce qui paye le plus. Nous, nos ingénieurs généralistes en sortie d'école, s'ils choisissent plutôt les bureaux d'études dans d'autres domaines que la thermique, ils sont certains, par exemple, d'avoir un revenu plus important. Des écarts de 7, 8, 9 000 euros à l'entrée, en fonction des métiers. La bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes générations accordent une importance de moins en moins grande à l'aspect économique et de plus en plus au sens. Donc ça sauve un peu les choses. Mais c'est sûr que tant qu'on aura des cabinets de Lille et Bruxelles qui est super mal leur vie, ce sera bien intéressant de faire ça et de détruire et de faire n'importe quoi, et de faire bien. Enfin, pour voir sur les PFAS, par exemple, c'est hallucinant. Mais ça va peut-être changer quand même. Oui, en tout cas, il y a pas mal de choses c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs terrain qui sont très engagés, qui ont des capacités de faire, qui font remonter les problèmes. Il y a des solutions pour résoudre les problèmes, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient être faites. Après, la tendance actuelle, c'est que forcément, plus on attend, moins ça se fera dans la douceur, tout ça. Beaucoup de monde le dit, c'est-à-dire, soit on se prépare, c'est un peu la question de la sobriété, soit on est sobre, etc. Après, il faut faire attention sur ces questions-là, à appeler, quand on transforme les gens en précaires et qu'on nomme ça de la sobriété, c'est aussi une problématique, c'est-à-dire, ça c'est des points aussi importants de ne pas changer le vocabulaire juste pour changer la notion qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a pas mal de questions, beaucoup de monde qui travaille. Moi, je vous invite à aller voir l'Agence locale de l'énergie. Épure font aussi des conférences qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'acteurs engagés, que ce soit des associations. Il y a beaucoup d'acteurs du monde économique qui... Épure, c'est fréquemment réservé aux institutionnels. C'est vrai que moi, comme j'en fais partie, je m'habite. Mais voilà, il y a des événements. Voilà, après ils ont un site internet où on peut avoir des cartes, des jeux de données, donc il y a une restitution. Alors c'est vrai que si c'est pas en plénière, ça peut être aussi à travers le site internet. Voilà, donc il faut. C'est vrai qu'après, les agences locales de l'énergie, c'est vrai que vous n'allez pas aller au conseil d'administration, mais ils ont aussi le site internet. Voilà pour ce que j'avais à dire. Merci. Pas mal de choses. Si vous n'avez pas d'autres questions. J'aurais une petite question sur les DPE. Oui. Donc ils ont été modifiés un an ou deux. Est-ce qu'on va avoir une modification? Est-ce qu'il y a une efficacité de la mesure du DPE, de la mesure du résultat du DPE? La question c'est est-ce qu'on a amélioré les DPE? Oui. Enfin, est-ce qu'on a amélioré la qualité de... Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient faire un diagnostic, vous dites vous avez une porte. Qui mesure la surface de la porte, c'est normal. C'est assez rare. Et puis je dis, là, il y a une situation, elle est épaisse. Max, puis c'est tout.
Ça donne quoi comme résultat Ça donne les résultats que vous avez dû voir dans l'UFC Que Choisir au 30 millions de consommateurs. Si vous en faites venir 3, vous aurez 3 de valeurs différentes. Oui, ça va être amené à avoir une formation meilleure. Si on parlait de formation. Ça, c'est un débat qui est très important. Souvent, on dit les diagnostiqueurs, ils n'en ont rien à faire, ils le font. Personnellement, je pense que la problématique est plus complexe. Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'un diagnostic de performance énergétique n'a pas vocation à vous estimer la consommation réelle de votre bâtiment. C'est pas fait pour ça. C'est un écart relatif, et donc c'est une méthode qui doit vous permettre de standardiser les usages pour pouvoir comparer des bâtiments sur la même base au niveau de leur performance intrinsèque. Ça, c'est important à voir. Comme la voiture, personne ne se pose la question de savoir si ma voiture consomme réellement ce qu'il y avait écrit sur le constructeur. Et à chaque fois, vous consommez plus. Parce qu'on est dans des conditions d'usage, encore plus, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il n'y a pas de flottement. Voilà. Donc déjà, les personnes qui vous disent le DPE est faux parce que ce n'est pas ma consommation réelle, nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous n'avez pas compris quel est l'objectif du DPE. Ce n'est pas de vous donner une consommation réelle. Si vous voulez avoir une consommation réelle, vous faites ce que vous appelez une simulation thermique dynamique, où vous mettez les vrais scénarios d'usage et vous essayez d'avoir les choses. Ce n'est pas du tout à la même temps. Aujourd'hui, il y a eu plein de travaux qui ont été faits par le CSTB pour essayer d'avoir une robustesse et pouvoir essayer de vérifier tous les éléments qui étaient rentrés pour pas que quelqu'un mette des hypothèses ou des éléments qui étaient complètement divergents. Après, vous allez avoir un diagnostiqueur qui vient chez vous. Un diagnostiqueur, de mémoire, c'est 150 €. Un diagnostic. Voilà, donc voilà, ça a un peu augmenté. Après, vous en avez pour votre argent. Hein. Quelqu'un qui vient, souvent, il fait un diagnostic plomb, électricité, amiante et DPE. Donc voilà, quand vous donnez quelqu'un, vous donnez 130 €, vous en avez pour 130 €. Hein. C'est une étude complète. Moi, j'ai des intermédiaires qui me disent, moi, je fais rien en dessous de 800 €. Parce qu'une étude de qualité, ça a un prix et il faut passer du temps, il faut analyser. Donc là, c'est le premier point. Voilà, donc après, c'est une différence aussi entre DPE et audit énergétique. Mais une fois que vous avez fait ça, le diagnostiqueur, lui, il arrive chez vous. Il a les informations qu'il peut obtenir. Il les obtient de deux façons différentes. Soit vous les dites, soit il les vérifie. Sachant que vous n'aimez pas trop quand il commence à prendre le marteau pour regarder ce qu'il y a des éléments qu'il y a derrière. Donc il va dire, soit il va démonter une prise, en espérant qu'il voie un petit peu ce que c'est, sachant que s'il voit l'isolant, quelle est l'épaisseur, est-ce que l'épaisseur c'est bien l'épaisseur initiale, est-ce que l'isolant c'est pas affaissé, quelle était la conductivité ou la résistance thermique de l'isolant. Il y a une facture normalement. Ah bon, dans votre bâtiment, vous savez, oui. Exemple, quelle est la marque de votre chaudière? Je ne me rappelle plus, mais je Est-ce que vos fenêtres c'est du double vitrage, de quelle année et est-ce qu'elles sont à faible émission? La facture, si on investit, si on fait de la réno. Ah non, mais alors si vous avez fait des choses, oui, mais quand vous arrivez dans un bâtiment, vous l'avez mis en état. Oui, d'accord. Ah bah la plupart des bâtiments c'est ça. Hein. Et puis après, alors les gens qui gardent leur facture. Il faut savoir que le diagnostiqueur, il peut vous demander votre identifiant fiscal pour rattacher. Alors déjà, quel est votre identifiant fiscal? Vous allez chercher. En fait, il y a plein de choses aussi très particulières. Il arrive chez vous, il ne connaît rien. Donc il essaie de trouver. Et il a du temps parce qu'il ne peut pas y passer non plus 10 heures. Parce que, voilà. Donc il va vous demander où il va constater. Et en fonction des constatations de l'information et de son expertise, il va établir quelque chose. Sachant que si c'est rien, il va mettre une valeur par défaut. Donc là, vous avez quelqu'un qui a, avec la même information, une expérience différente, donc ça peut générer des hypothèses différentes. Et en absence d'hypothèse, il faut mettre des valeurs par défaut. Et les valeurs par défaut sont, a priori, beaucoup moins c'est beaucoup moins bien que si vous mettiez les vraies valeurs. Donc après, vous pouvez avoir une disparité. Moi, souvent, je fais le parallèle. Je donne tous les ans à mes étudiants le même énoncé avec le même outil. Il n'y en a pas un qui me sort la même performance énergétique des bâtiments que je simule. Il y a quand même quelque chose qui se passe là, un trou noir. Voilà, donc en fait, les mêmes informations données aux mêmes élèves, on voit qu'il y a des variations, des fois minimes, qui fait qu'on a des écarts. Donc après, c'est vrai que le problème, c'est que si on vous dit C, au final, vous retrouvez un truc qui est en G. Voilà. Donc ça pose la question justement de la fiabilité des mesures. Et après, certains posent la question aussi, comment on conduit un projet de rénovation, sachant qu'on n'est pas capable de connaître la performance de tous les bâtiments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les DPE, il y a eu 9 millions de DPE en France, anciennes versions, qui ont été mis dans une base de données sur 24 millions de logements. Et que forcément, quand on vient de changer les DPE, toute la métrique change, c'est plus du tout pareil. Avant, vous aviez une étiquette énergie et une étiquette gaz à effet de serre.
Aujourd'hui, vous avez une étiquette DPE qui croise les deux valeurs. Donc, ça veut dire que vous pouviez être bon avant en énergie, mais très mauvais en gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, vous en foutiez. En fait, quand vous arriviez sur l'immobilier, c'est A, B, C, D sur l'étiquette énergie. L'étiquette du gaz à effet de serre, vous ne la regardez jamais. Maintenant, vous allez regarder ça. Et c'est pas forcément évident. Donc nous, par exemple, on voulait suivre les étiquettes DPE, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des méthodes qui sont plus du tout pareilles. Donc on peut plus aisément faire une étude depuis 2014. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est pas évident, c'est que. J'ai une question. Ouais. Le geste vis-à-vis de l'énergie, c'est lié, non? Il y a une relation. C'est par rapport au social. En fait, c'est en fonction de la consommation et du type, la source d'énergie que vous utilisez. C'est un facteur de conversion. Par exemple, si vous dites je suis énergie renouvelable parce que je suis énergie versus électrique, ça change quelque chose pour le geste? Oh là. Et ça devrait. Alors ça c'est intéressant. Alors déjà, en fait, vous allez être en électrique et ils vont prendre les valeurs. Et d'ailleurs, a priori, l'ENERCOP vous garantit qu'il a, et vous allez consommer autant qu'il a produit, mais il ne peut pas vous garantir que l'électron n'est pas venu de la centrale nucléaire. Donc là, vous allez prendre une valeur par défaut. Donc après, si le mix énergétique français change, alors après, il faudrait voir si le diagnostiqueur a la case énergie renouvelable garantie. Ça serait bon. Ça peut dépendre du client, voilà. Donc, mais après, la problématique, c'est que si demain, moi j'achète votre logement et que je retourne ce GDF, qu'est-ce qui se passe de ma étiquette? Elle change du tout au tout. Donc c'est la grosse problématique. Hein, il semblerait pas des usages, honnêtement, ou prochainement, les DPE tiennent compte du frigo que vous avez. Alors aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les plages de valeur des étiquettes ont changé, parce qu'ils ont rajouté des usages. Donc avant, quand vous étiez en A, je crois que c'était entre 0 et 50. Maintenant, c'est entre 0 et 70 parce qu'on a rajouté des usages. Donc ça rend difficilement. C'est pour ça que d'ailleurs, la FNAIGM a beaucoup râlé sur Paris, parce que quand ils ont commencé à retenir les étiquettes énergie, on a eu un basculement vers des étiquettes plus mauvaises. Et il faut vous dire, les G ont fait x6. Donc, voilà. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec plein de logements qui avaient des étiquettes qui augmentaient, et derrière, quelqu'un qui leur disait attention, maintenant, F, G, interdit la location. Donc, personne dit mais la dernière fois que je suis venu céder, maintenant c'est G, ça change tout pour moi, et après, derrière, c'est rajouté où ils ont fait venir 3 personnes, et les personnes ont dit ah c'est E, ah non c'est F, ah non c'est G. Donc vous, ça vous donne de la visibilité. Si vous dites que vous êtes G+, maintenant vous ne pouvez plus louer. Si je vous dis G, c'est en 2025. Si je vous dis F, c'est 2028. Si je vous dis E, 2035. C'est quand même relativement important aussi sur le parc. Si on fait de la loc, c'est important si on fait de la loc, sinon. Non, mais après, il y a des problématiques aussi. Enfin, quand vous avez un bâtiment. Alors, après, c'est votre consommation. Enfin, par exemple, pour la précarité énergétique, quelqu'un. Il ne va pas compter ses émissions de gaz à effet de serre, il va regarder combien ça lui coûte. Donc, et alors là, on est aussi sur un facteur où il y a la consommation et le prix du kilowattheure. Donc là, il y a des éléments aussi qui. Alors généralement, si vous avez une grosse consommation, vous êtes bien moins résilient face à une augmentation du prix de l'énergie. Il pourrait y avoir aussi une indexation de l'imposition sur les étiquettes. C'est-à-dire que vous auriez une taxe foncière ou une taxe d'habitation qui serait plus ou moins importante en fonction des efforts à la rénovation que vous aurez fournis. Il faudrait créer toutes les soupapes, parce que la plupart beaucoup de passoires aussi sont chez des personnes à faible revenu qui n'ont pas les capacités de rénovation. Et si elles sont propriétaires, vous augmentez leur imposition alors qu'ils n'ont pas une capacité. S'ils sont non, on fait l'inverse, on fait un bonus en fait, par rapport à l'existant. Ah, donc je veux dire, si vous êtes riche dans des passoires, vous payez une taxe, mais si vous êtes pauvre dans des passoires, tu veux payer plus d'impôts. Non, et bien après c'est question de riche ou pauvre. Mais oui, après il peut y avoir des choses. Il y a des réflexions sur l'eau en disant on va mettre une consommation raisonnable, et au-delà, on va la faire. Après, on va dire la consommation de l'eau, elle n'est pas liée à des paramètres. Enfin, votre besoin, il peut être standard quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que quelque chose dans votre maison, vous buvez la même quantité d'eau. Enfin, on pourrait faire cette hypothèse-là. Par contre, rien ne vous oblige à remplir votre piscine. Par contre, votre bâtiment, vous aimez bien avoir 17 degrés, là, au moins 17 degrés.
Et là, la problématique, c'est que si on vient vous dire vous n'avez pas le droit de consommer vos kilowattheures alors que vous êtes à 14 degrés, c'est compliqué, quoi. Et surtout si vous avez des problématiques économiques. Donc c'est vrai que la question n'est pas évidente sur la coercition, sur la réglementation, l'obligation. Est-ce que c'est la commande publique quand même? C'est la commande publique, je pense que c'est... Mais là, on touche souvent des droits privés, c'est-à-dire qu'on vient chez vous. Hein, c'est comme si demain... Non, mais sur la coercition sur le privé, c'est compliqué, mais sur le parc public, ça paraît quand même entendable qu'il y ait une obligation de résultat. Alors le parc public, le tertiaire public, il rentre dans le décret tertiaire et il y a des objectifs à atteindre, donc ils doivent faire moins 30%, moins 40 en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 je crois en 2050. Voilà. Ça c'est l'objectif. Comment? Les trajectoires sont bonnes ça faudrait vérifier, mais alors la problématique c'est que quand vous prenez la SNBC, quand vous prenez les objectifs, alors j'ai plus la commune, c'est SRA, DDET au niveau régional et les plans climat, la problématique c'est que vous n'avez pas chaîné vos outils de mesure et vos textes réglementaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas certain que quand vous transposez les objectifs nationaux au niveau régional et au niveau local, que ça soit bon au final. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes, pas les mêmes métriques, etc. Donc ça rend difficile le suivi. Et ça fait partie des éléments qui sont remontés. C'est qu'en fait, à un moment, vous avez une stratégie avec un objectif où vous devez vous donner les moyens de bien suivre ces objectifs, de se mettre d'accord sur les métriques et de faire. Et ça, c'est une problématique, c'est qu'on ne sait pas si on y atteint ou pas. Et même si on l'atteignait, on ne pourrait même pas le dire officiellement. Personne, comme je vous disais, ne suit la rénovation. Vous avez des rénovations qui passent par les services publics. Vous-même, vous pouvez rénover. Voilà. Ça c'est l'opacité, si vous mettez de l'isolant, personne ne va aller voir. Et après, vous n'êtes pas obligé de passer par les services publics et vous n'êtes pas obligé de demander des aides. Vous n'êtes pas obligé de les demander, vous les demandez si c'est facile, mais des fois, par exemple, si vous êtes à haut revenu, aller chercher 600 € en y passant 4 soirées sur Internet, j'y vais pas, quoi. Donc c'est ça aussi qui est difficile, hein, c'est pouvoir mesurer les choses. Voilà. Alors après, on voit qu'on a des capacités. Enfin, par exemple, on pourrait, si vous avez les consommations des comptables, vous pourriez détecter des baisses. Alors après, il y aurait des biais, etc. Mais c'est comme une consommation d'eau. On nous a souvent posé la question de la détection de la précarité énergétique. Donc il y a plein de méthodes qui existent, etc. Pour détecter la précarité énergétique, vous avez besoin de la consommation réelle et des revenus des gens. La consommation réelle. Et quoi? Les mètres carrés? Vous savez, dans un logement, mais en fait, si vous avez une consommation et un revenu, vous pouvez faire un ratio, et quel que soit le mètre carré, vous pouvez regarder. Et souvent, nous, ce que l'on dit, la consommation est des là et GRDF là, et les revenus, l'acteur public là. Donc, si vous voulez détecter la précarité énergétique, vous pouvez le faire. Vous voyez, les questions RGPD, etc. Mais bon, l'acteur public, il a une vision sur vos revenus. Donc voilà, souvent on les taquine, on leur dit, si vous pouvez imposer en connaissant les informations, vous pouvez aussi accompagner en connaissant les informations. Et voilà, mais on voit en fait, c'est là où ça revient à la partie technique. Techniquement, on a tous les moyens. Après, il faut faire quand même très attention pour pas mal interpréter ce que je dis. Il y a quand même aussi la réglementation générale sur la protection des données. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi faire attention que ces données-là restent dans un cadre qui n'a pas de but, par exemple commercial, ou que ça transite un peu partout ailleurs. Et il y en a. Oui, mais ça peut quand même être à l'échelle des ERIS, on pourrait très bien imaginer que l'Observatoire syrien aboutisse à des préconisations en termes de rénovation. La notion de panier homogène, c'est un petit peu, je ne sais pas à quelle échelle ça dépend. En fait, il y a beaucoup de. Nous, on a développé ça à l'échelle de l'adresse, notamment parce que les données statistiques n'étaient pas suffisantes pour agir. En fait, on savait que dans un quartier, c'était un fort potentiel, mais par exemple, si vous avez 10 maisons, 15 maisons très problématiques au milieu de maisons homogènes de qualité, vous ne les voyez pas d'un point de vue statistique. Donc, vous allez à réattaquer, en fait, vous allez retourner dans les zones de quartier prioritaires, etc. Donc, ça, c'est un point à voir. Après, la question de panier. Souvent, on fait des zones de rénovation concertée, donc il y a une notion géographique. Après, la question, c'est comment vous assurez, par exemple, la rentabilité pour l'acteur qui va rénover du panier. Et la question, c'est est-ce qu'on doit se dire, je vais chercher soit les bâtiments très rentables ou pas, ou j'essaie de mixer les choses pour que là où j'ai une forte rentabilité, ça puisse compenser ceux qui auraient une faible rentabilité et avoir un panier qui globalement est moyen. Donc,
fait, ça pose énormément de questions de mise en pratique, etc. Donc, c'est un peu la problématique en recherche. Dès qu'on répond à une question, il y en a 25 qui vous clusterisez, vous regardez un petit peu Oui, alors enfin, nous, on clusterise rien du tout. On donne la capacité à faire. Parce qu'en fait, la notion de potentiel de rénovation, on ne voulait pas enseigner, on va faire un indicateur et tous les bâtiments, on va les noter. Sauf qu'on voit qu'en fonction des territoires, des personnes avec qui on échange, ils n'ont pas la même vision de ce qui est important ou de ce qui est un fort potentiel. De façon simple, pour dire un bâtiment qui consomme beaucoup, c'est un bâtiment qui a un fort potentiel. On dit oui de réduction de la consommation d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait une forte capacité de passer à l'acte. Parce que derrière, on reprend ce que je vous ai dit, sociologie et tout ça. Et ça, en fonction de vos politiques de l'habitat, vous n'avez pas forcément les mêmes priorités. Vous pourriez dire, moi, je veux aider toutes les personnes à fort revenu. C'est pas très social, mais vous dire, au moins, ils auront la capacité à investir. Voilà. Et vous pouvez peut-être trouver des choses soit coercitives, soit réglementaires, qui vont les pousser à plus, mais toujours les accompagner, etc. Voilà, soit vous pouvez dire, faut accompagner les personnes à très faible revenu. Ça, c'est une chose. Ça permet de faire pas mal de simulations. On peut faire pas mal alors, enfin, des simulations, ça c'est encore une autre étape. Nous, on fait une photo et on dit, on vous donne de la donnée potentielle à l'information, et grâce à votre expertise qui est nombreuse sur les territoires, vous allez passer ça en connaissance. Après, on peut mettre des optimiseurs. Mais après, on optimise quoi? Si vous voulez, on s'arrête très vite. Enfin, pour optimiser les choix de rénovation, il faut connaître très bien les bâtiments. Là, moi, je vous ai parlé de l'open data, c'est-à-dire qu'on connaît des bâtiments à un moment T donné et qu'une partie. Si je veux vous optimiser le choix de l'isolant, il faut que je connaisse très bien le bâtiment. Personne ne connaît les bâtiments. Techniquement, c'est plus difficile, mais sur l'aspect incitation foncière, incitation, les domaines fiscales. On peut trouver des potentiels, de dire, au vu de nos connaissances, voici l'endroit où on sent qu'il y aurait le plus de potentiel et à ce moment-là, on intervient. On vous laisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, oui, il y a des choses à faire. Hein, il y a des choses à réfléchir collectivement. C'est ma fille. Bonne soirée. Ce qui est intéressant, par contre, ce que l'on a vu, ça c'est une perception, avec les 150 citoyens qui ont été sollicités sur le climat, c'est qu'on voit, souvent en fait, on a des experts qui viennent proposer des solutions. Et qu'on voit que les citoyens, avec un niveau de formation suffisant, peuvent proposer aussi des solutions. C'est vachement plus engageant quand il y a quelqu'un qui s'en... Donc là, c'est aussi l'approche en disant comment on pourrait collectivement dire voici nos objectifs, et donc comment la société civile aussi s'engage. C'est ce qu'on fait après, nous, avec les géocommuns. Aujourd'hui, quand on déploie ça, on est plutôt dans une position où une TPE stéphanoise de 12 personnes déploie un outil à l'échelle nationale. Donc ça peut questionner en disant, mais voilà, donc nous on croit beaucoup aussi que les géocommuns, ça peut avoir une approche qui commence par le bas, on les co-construit avec les acteurs, et comme ça ils les utilisent, mais on n'a pas forcément eu tout le temps à attendre l'acteur public pour qu'il puisse reverser les choses. Donc on agit, et après l'acteur public est là aussi pour amplifier les phénomènes. Donc là c'est des choses qu'on... Géocommuns, c'est le peut-être. Les géocommuns, c'est les données géographiques, système d'information numériques, voilà, géographique. Le géo, c'est pour géolocaliser, SIG, etc. Il y a plein d'autres communs qui ne sont pas forcément géographiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Agence locale de l'énergie à Saint-Etienne, c'est où, c'est qui? Rue Balaï, Monsieur connaît. Est-ce que la différence avec l'ANA, l'ANA fait un peu ça? C'est l'agence nationale. Alors, c'est nationale, non? C'est bien, c'est tourné par là. Oui. Alors, l'ANA, avant l'ANA, en fait, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, ils avaient plutôt tendance à gérer les personnes à faible revenu ou personnes précaires. Il y a un moment, l'ANEC, quand vous les contactiez, au téléphone, ils vous demandaient votre revenu, vous renseignez revenu, et en fonction, ils vous orientaient vers l'ANA ou vers eux. Voilà. Après, aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui n'est pas évident, c'est que par exemple, alors pourquoi les gens ne connaissent pas, c'est qu'avant, l'ALEC, tout le monde connaissait. Là, c'est Rénovation 42. Et après, on a dit non, c'est pas Rénovation 42, c'est FAIR. Vous êtes les acteurs du réseau FAIR. Et après, on leur dit non, mais maintenant, vous changez de nom. Alors, ça aussi, c'est problématique. C'est-à-dire que si vous voulez connaître un service, qu'il ait un nom qui reste dans le temps. Parce que ça vous perd, quoi. Et ça aussi, c'est pas quelque chose d'évident. C'est que des fois, on a tendance à dire, en fait, on est obligé de proposer des solutions nouveaux, on change le nom, on pense que ça va changer le fond.
pas le font. Donc il faut mettre les choses. Et donc là, on a des problématiques, mais même il y a des problématiques économiques, c'est-à-dire qu'avant, les acteurs comme l'ALEC étaient financés par l'ADEME. Maintenant, après, ils ont été financés par les programmes C2E. Après, ils seraient financés par l'ANA. Donc on voit aussi que pour avoir un service public fort qui dure dans le temps, il faut qu'ils aient une visibilité. Parce que pour que ces personnes-là, même si c'est de l'associatif, ils embauchent, il faut qu'ils disent on aura derrière des subventions, parce que ça marche beaucoup par subvention. Et si on nous dit là vous allez faire quelque chose pendant 3-4 ans, je crois même qu'en théorie les ALEC étaient là de façon temporaire. C'est-à-dire qu'en fait elles devaient amorcer la pompe pour que le marché et le privé après prennent en charge des choses. En réalité, localement, c'est parce que le contrat qui s'est voulu, puisqu'il y avait une certaine association EGOS qui portait tout cela, tout ce qui touchait aux économies d'énergie, et qu'eux, ils ont été intégrés à l'ALEC. Ouais, c'est en quelque sorte l'institutionnel maintenant, local. C'est vrai. Il y a les espaces d'info énergie, certaines façons repris par les ALEC. Après, on voit qu'il y a plein d'enchevêtrements. L'intérêt dans la loi que nous on voit, c'est qu'en fait, vous avez une ALEC pour le département. Ça, c'est très intéressant parce que vous avez une capacité de mutualiser des moyens. Alors que dans certains territoires, vous avez des ALEC par EPCI, ce qui fait que c'est plus compliqué. Et forcément, comme elles sont subventionnées, plus vous avez de monde, plus vous avez de capacité d'avoir des effets d'échelle. Donc, c'est des questions qui se posent. Mais oui, si vous voulez rénover, allez voir l'ALEC. Vous aurez tous vos conseils. Peut-être une question pour un élève en projet citoyen qui essaie effectivement de construire un indicateur sur la question est-ce que les consommations énergétiques en Saint-Étienne Métropole sont en bonne voie ou pas en bonne voie. Donc, pour ce qui est des consommations des bâtiments, et ça vous les trouver, mais il n'y a peut-être pas que ça. Quelles autres sources de données doivent-ils connaître pour compléter Par exemple, Enedis et GRDF fournissent des consommations réelles d'énergie à l'IRIS, tout usage confondu. Enedis et GRDF. Vous allez sur l'open data d'Enedis et GRDF et vous pouvez récupérer les consommations de la plupart des IRIS de France. J'ai un doctorant qui fait des simulations de tous les bâtiments d'un territoire et pour caler son modèle, il regarde s'il retombe sur la consommation fournie en gaz et en électricité par Enedis. Lui, le problème, c'est que comme il y a des consommations d'énergie spécifiques dans les consommations d'électricité, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez avoir les consommations réelles. Et en plus, ils les fournissent depuis 2011, je crois. Donc, vous pouvez voir iris par iris s'il y a une tendance à la baisse ou à la hausse. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour ça, c'est la consommation, c'est des articles de journaux. Donc, normalement, vous devriez arriver à faire quelque chose comme ça. Et ce qui est surprenant, c'est que la consommation en électricité, elle est plus importante, vous voyez, sur les. C'est en consommation totale ou par habitant? C'est en consommation par habitant par département et ça date de février 2023, donc c'est tout récent. Après, là on est sur l'électricité, dans les. C'est très chaud, les consommations annuelles. Donc ça veut dire qu'en effet, la consommation électrique annuelle qui consiste à refroidir, et c'est un poste beaucoup plus important que chauffer. En électricité, peut-être, oui. Donc, la rénovation qui consiste à garder le frais est sans doute plus prioritaire que le garder le. C'est pas la même chose. C'est pas la même source. Ouais, parce qu'on peut mettre des vêtements l'hiver, mais c'est pas la même source et ça consomme plus. Oui, il faut regarder, faut analyser. Là, ce que ça m'évoque, c'est que, vous avez peut-être un ratio d'habitants plus faible, donc il faut avoir une consommation identique mais avec moins d'habitants. Ils consomment plus par habitant, mais c'est pas là où ça consomme le plus. Le deuxième point, c'est certes, ils peuvent avoir des consommations plus élevées. Ou le troisième point, c'est que aussi, ce sont des zones touristiques importantes. Et quand les zones françaises descendent, on aime bien prendre un bain un peu plus long que chez soi, parce que sinon on ne paye pas. Donc il y a aussi toutes ces zones. On est dans des zones où le taux de résidence secondaire est très élevé. Et où le taux de tourisme est élevé. Si vous regardez la carte des campings de France, ils sont tous sur les pourtours. Donc c'est là où c'est pas évident. D'accord, tout ce qui si vous ramenez, de toute façon, c'est indexé. Si vous ramenez par habitant une consommation qui est liée habitant, c'est résident. Vous prenez les stations de montagne. Les stations de montagne, vous ramenez ça par habitant réel, c'est gigantesque. Parce que en fait, ceux qui consomment, c'est pas les habitants, parce qu'on a 12.
c'est les 1500 touristes qui viennent, et quand on rentre du ski, on aime bien qu'il fasse 24 degrés. Et donc ça pose la problématique. C'est pour ça qu'en fait les analyses sont pas si évidentes que ça, et quand on pointe du doigt un endroit, en fait il faut relativiser, parce qu'en fait on n'est pas touristique. Vachement plus facile, nous. Ça va, mais après voilà, les zones touristiques, etc. Voilà, on voit. Et c'est là, on ne va jamais s'arrêter si.